Regarde, il y a un chien égaré. Et là, je regarde et je vois de l'autre côté de la route, je vois la deuxième. Et là, je dis à mon pote, je sais pas un chien. Et alors là, j'étais stupéfaite. J'ai vu une drôle de bête, quelque chose que j'avais jamais vu avant dans ma vie, mais surtout qui se tenait debout, qui était sur deux pattes arrière et qui courait. La première sensation que j'ai, c'est que j'ai des yeux, je suis à 10 mètres et je vois des yeux rouges, une dentition, je suis encore à 10 mètres, et une bestiole qui me fait face et qui s'est relevée sur ses deux pattes arrière. Et comme je t'avais dit il y a plusieurs mois qu'on s'est contacté, la première action, j'aurais que 2 mots pendant ces observations. Là, je me dis, je me souviens à haute voix, je dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est la réaction que j'ai. Ça dure une dizaine de secondes. Bon, moi je n'ai pas le temps d'avoir peur. Je n'aurai jamais le temps d'avoir peur dans cette observation, car j'étais éberlué par ce que je voyais. Je n'étais pas tétanisé, car je l'ai jamais lâché du regard. Mais j'étais quand même effaré de ce que je voyais. Et là, il est après 10 secondes dans mes phares, il a une réaction tout à fait intelligente, car mes phares l'éblouissent. Et là, il veut savoir qui l'éblouit. En tous les cas, je relate ce que je ressens. Donc, il vient. Il existerait dans les forêts du globe une créature que beaucoup penseront fictive tant elle défie la logique. Et pourtant, elle mérite toute notre attention. Bienvenue dans une vidéo que je veux vous offrir depuis des mois. Une enquête qui m'a mené aux confins de ce que je pensais savoir sur la nature, le monde, la biologie et les mystères qui nous entourent. Bienvenue dans cette enquête. J'espère qu'elle vous intéressera autant qu'elle m'a fasciné. Nous aborderons ensemble la cryptozoologie, le mystère et plus précisément un cryptide qui me fascine depuis de nombreuses années, le Dogman. Pour les gens qui connaissent ma chaîne depuis le début, il vous aura pas échappé que le frisson, le mystère et l'angoisse en étaient les principaux vecteurs il fut un temps. Ce temps n'est pas tout à fait révolu. Ce sujet est l'un des plus chronophages, complexes et absorbants que j'ai jamais eu à aborder. Je vous invite à faire preuve de curiosité, de recul critique et surtout d'humilité. Nous allons plonger ensemble dans un univers où il est difficile de discerner le vrai du faux, le possible de l'extraordinaire et l'inconnu de la science. Et pour les plus anciens d'entre vous, je vous entends déjà râler « Mais Spider, t'as craqué, le Bigfoot, le Chupacabra et toutes ces conneries, ça existe pas !» Et je vous répondrai « Pas tant qu'on n'en a pas la preuve formelle !» Mais de nombreuses personnes, comme pour les ovnis entre autres, sont convaincues de ce qu'elles ont vu. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne doit pas tenter de comprendre. Et ce n'est pas parce que des gens parlent de quelque chose d'hors du commun ou d'extraordinaire qu'on ne doit pas les prendre au sérieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît important de préciser mon point de vue sur le paranormal avant de démarrer. Lorsque j'ai lancé cette chaîne il y a 8 ans, pour parler de tout et son contraire, j'étais dans une période assez compliquée. J'aurais eu tendance à attribuer beaucoup de choses étranges qui me sont arrivées à des phénomènes qualifiés de paranormaux. Et depuis, mon esprit critique et ma situation ont bien évolué. Je pense avoir vécu des phénomènes avant tout d'ordre psychologique, qui pour certains restent inexplicables. Mais pourquoi je vous raconte ma vie ? Pour vous faire comprendre que je reste, à titre perso, sur une ligne qui va guider cette vidéo. Je pense que les phénomènes paranormaux pourraient exister, car il subsiste des choses que la science n'explique pas encore. Ce qui est suffisamment avancé paraît magique, comme le dirait un immense auteur de science-fiction. Et c'est pourquoi je pense que certains phénomènes restent de l'ordre du fantasme,
tant qu'ils ne trouvent pas d'explication logique, ou au moins probable. Dans cette enquête, sur laquelle je travaille depuis des semaines, j'aimerais emprunter un chemin assez similaire à beaucoup de chaînes qui traitent du même sujet. Une approche de recherche, de documentation, de collecte d'éléments et enfin de théorie. Ce sujet mérite d'être traité avec sérieux et avec respect. Non seulement pour les témoins qui prétendent avoir vu ces créatures, mais également pour un jour, qui sait, débloquer un verrou majeur de la science, on va pas se le cacher, la peur du ridicule. Combien de scientifiques avez-vous entendu débattre ou même avancer des théories ? Très peu, malheureusement. Ce que la science et nos moyens actuels nous permettent d'accomplir donne déjà le vertige. Les humains ont posé le pied sûr et fait le tour de la Lune. Nous avons envoyé 2 sondes hors du système solaire. Nous sommes presque capables de traiter des cancers que nous pensions incurables. Nous découvrons chaque année des espèces que nous pensions inconnues. Imaginez ce qu'on découvrirait dans 5 à 10 ans. Ça laisse songeur. Il est très important d'apporter une autre précision, je ne suis pas zoologue ni scientifique, je ne détiens aucune vérité absolue et je reste d'ailleurs très critique durant toute cette enquête. J'ai découvert des choses difficiles à croire, à aborder avec la plus grande prudence. Et j'ai dégagé des motifs récurrents, des explications possibles, des théories, et il ne tient qu'à vous de plonger plus profond encore, de me contredire, de débattre. Je ne crois et ne pratique pas l'ésotérisme, et je ne crois pas aux loups-garous, et je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'extraordinaire, mis à part mes propres expériences paranormales. Je ne cherche pas la gloire, mais la compréhension d'un sujet fascinant. Si vous êtes prêts, plongez avec moi. Qu'est-ce que le Dogman ? Eh ouais, après tout ce baratin, fallait bien partir dans une foutue explication. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette créature ? À quoi ressemble-t-elle ? Il y a plusieurs caractéristiques à dégager. De manière générale, et vous verrez que ça peut varier, la créature serait, j'insiste sur le conditionnel, un animal de grande taille, entre 1m70 et 2m40 en station bipède, capable de se mouvoir autant en station quadrupède que bipède. Elle posséderait des pattes avant, ressemblant à des mains, décrites par les témoins comme ressemblant à celles d'un raton laveur ou d'un singe, avec de longues griffes. La tête ressemblerait soit à celle d'un loup, soit à celle d'un chien, avec de grandes oreilles triangulaires. Les pattes arrière seraient des pattes de canidé, formant un S au niveau du jarret. Et dans certains cas, les témoins observent une queue touffue. Le pelage est majoritairement noir, décrit par beaucoup comme plus noir que le charbon, même en pleine nuit. Ce qui marque beaucoup les témoins. Et le plus effrayant dans ces caractéristiques, et qui m'a personnellement fait faire des cauchemars, ce sont les yeux et les dents. Les yeux seraient luminescents, majoritairement de couleur rouge, jaune, noir et dans de plus rares cas, bleu. Il est impossible d'affirmer que les yeux de ces bêtes produisent leur propre lumière, car dans le règne animal, ça s'est encore jamais vu, à part dans les grandes profondeurs de l'océan. La gueule de cette créature serait sertie de dents acérées, presque trop grandes et disproportionnées. Enfin, les témoins décrivent plus rarement une odeur nauséabonde, proche de celle des excréments ou de la décomposition. Beaucoup plus rare car la majorité des rencontres se font au sein d'un véhicule. Oui, alors ici la spider du montage, je suis désolée, j'ai oublié un détail capital dans mon script et je suis jamais revenu dessus, c'est que la créature serait majoritairement très musclée et très athlétique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoins qui décrivent une créature très puissante au niveau de sa musculature. Voilà. Une sorte d'Arnold Schwarzenegger sous stéroïdes et canidé. Voilà. C'est une précision qui me paraissait importante et que j'ai complètement oubliée en écrivant la vidéo. Donc voilà, je vous la mets ici. L'apparence générale est très proche de ce que nous appelons dans le monde occidental le loup-garou. Mais ici, nul besoin d'imaginer un homme se transformant en bête assoiffée de sang car on parle d'un cryptide, non pas de folklore. Bien que je serais prête à admettre que tout ceci n'est que fabulation, il existe de nombreux cas où les témoins décrivent des récurrences dans le comportement, l'apparence, la posture, l'attitude, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une espèce, avec des caractéristiques propres. Avant de passer au point comportemental, il me paraît important de signaler une chose que j'ai découverte récemment, durant mes recherches. Mon intérêt pour les témoignages sur le Dogman s'est beaucoup déplacé outre-Atlantique, car j'écoutais depuis plusieurs années la chaîne de Dogman Encounters, tenue par le très impliqué Vic Cunliffe. Et en me recentrant sur les témoignages francophones, un élément qui m'avait échappé m'est apparu. Il se dégage 3 morphologies différentes que nous appellerons des phénotypes. Le premier, le plus évident, c'est le type loup-garou, comme j'ai décrit plus tôt. C'est celui qui revient le plus lorsqu'on écoute les témoins. Le second, c'est le type Gollum. Je l'ai nommé ainsi pour des raisons de matraquage en règle par mère nature, quoi. En d'autres termes, il est dégueulasse. Une sorte de chien décharné, rabougri, très rapide, pas très grand, assez hargneux, parfois agressif, qui chasserait en tandem avec le type loup-garou. Sa description est très proche de celle du chupacabra. Et enfin, le type bête du Gévaudan. Je l'ai nommé ainsi en hommage à notre folklore. Un très grand chien, disproportionné, décrit comme très noir, mais parfois blanc. Ce phénotype serait très rapide,
gracieux, semi-aquatique, agile et assez éloigné de la bête que j'ai décrite avant. Cette morphologie est plus rare dans les témoignages, mais elle est suffisamment revenue pour que je la mentionne. Les témoins ne décrivent en revanche pas de station bipède pour ce type de créature. Après des heures à écumer des témoignages et partant du principe qu'il pourrait s'agir d'un animal, j'ai noté de nombreux points communs entre tous. Ces points communs dénotent une récurrence de comportement chez ces bêtes, qui démontrerait une conscience de son environnement, et donc des caractéristiques adaptées à sa survie. Premièrement, le comportement charognard. Souvent, et avant tout en Amérique du Nord, d'où proviennent bien plus de témoignages qu'en francophonie, les témoins décrivent ces bêtes sur le bord de la route, en train de se nourrir de ce qu'on appelle chez nos copains américains des roadkills. Ce sont les animaux morts percutés par des voitures. Un témoin corse affirme, quant à lui, avoir observé 2 dogmen en train de se nourrir d'un sanglier mort au beau milieu de la nuit, sur une route déserte. On faisait un peu les kékés, et puis on s'amusait à tuer les sangliers la nuit. Donc évidemment, c'était pas très très malin. Et jusqu'au jour où, un soir, on tue un sanglier. Et on l'a laissé sur le bord de la route pour venir le récupérer plus tard, parce que c'était sur le chemin. Et en fait, au moment où on est repassé pour le prendre, on a vu deux espèces de trucs accroupis en train de bouffer le sanglier qu'on avait tué 1h30 ou 2 heures avant. Donc voilà, assez choqué, on a fait demi-tour en voiture. Mon pote les a éclairés avec la lampe, moi j'étais au volant, je conduisais, donc j'étais côté gauche. Mon ami lui était côté droit et moi je les ai vus du coin de l'œil, donc des deux je suis de celui qui les a le moins vus, je dirais, mais lui les a très bien vus, les a même éclairés avec la lampe. Il s'est tourné vers moi, il m'a dit c'est quoi ce truc, il était complètement outré en fait, il savait pas ce qu'il avait vu parce que lui il est né dans la nature et il comprenait pas du tout ce qu'il avait vu quoi. Ce comportement pourrait expliquer la rareté des observations. La faune en France n'est pas aussi riche qu'en Amérique du Nord, et les animaux visibles, morts, sont extrêmement rares. Il n'est pas absurde de penser que ça pourrait être un mode d'alimentation à la fois adapté à la survie et à la discrétion, et ce que nous développerons plus tard, à la fois dans la suite de l'analyse du comportement et dans mes théories. Deuxièmement, le comportement prédateur. Comme je l'ai déjà développé dans le volet de l'apparence, il arrive que les témoins décrivent un type Gollum et un type loup-garou en train de chasser ensemble. Comme il serait attendu d'un grand canidé, comme le loup, la chasse en groupe ne paraît pas absurde en matière de survie. La question que je me pose reste la suivante. Si le loup est le retour dans nos contrées, de quoi les dogmen peuvent-ils se nourrir ? Les loups doivent leur truster une partie du butin, sachant qu'il y a peu de proies disponibles. Mais c'est qu'une supposition et on reviendra plus tard dessus dans la partie théorie. Gardez cette idée dans votre parking flippant à indice à consulter à 3h33 du matin, on va y revenir. Troisièmement, l'absence d'agressivité. Et c'est à nouveau la Spider du montage, encore désolé de m'auto-interrompre, mais en fait là j'ai dit une énorme connerie dans cette partie, dans cette sous-partie plus précisément. Alors quand je dis absence d'agressivité, ça veut dire que en fait il n'a jamais été prouvé qu'un dogman a fait du mal à un humain, ou en tout cas jamais prouvé qu'un dogman a tué un être humain. Alors cependant, il y a beaucoup de témoins qui décrivent un comportement que je vais décrire plus tard, qui est la territorialité et l'agressivité, mais plutôt l'intimidation en fait. En revanche, je pense très fort à un témoignage que j'ai écouté il y a très peu de temps, d'une personne un certain Jason, qui a témoigné chez Connexion Mystère et qui en fait a été très traumatisé par sa rencontre avec un dogman, dans le sens où il a été projeté contre un arbre et où il a eu un vrai bleu, il a eu des séquelles physiques de cette rencontre, donc une preuve physique qu'il était là et que la bête a bel et bien violenté, on va dire, mais violenté mais pas tué. Donc il s'est vu mourir parce qu'il était enfant quand il a vu ça et qu'il a été vraiment traumatisé, donc voilà. Mais en fait, quand je dis absence d'agressivité, c'est vraiment qu'il n'y a pas la preuve formelle qu'un dogman aurait pu tuer quelqu'un, ou le manger, ou l'emporter dans la forêt, ou vraiment lui faire beaucoup de mal. Il y a également cet aspect que j'ai oublié, qui fait que la créature est justement tellement discrète qu'on n'arrive même pas à l'abattre, donc ça peut ne pas être un animal normal, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Ensuite, on dirait qu'elle disparaît un peu quand elle veut et qu'elle se sent supérieure à l'être humain. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans ma description parce que ça m'était passé au-dessus, donc je m'excuse. Je me devais de le préciser parce que sinon, ça aurait pas été honnête de ma part, et parce que c'est un détail que j'ai oublié, parce que j'ai tellement la tête dans le guidon
que là, j'oublie des éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire un animal qui a fait preuve d'une intelligence tellement supérieure que on dirait qu'elle est supérieure à l'homme et on peut le ressentir. C'est-à-dire des témoins qui disent beaucoup, il m'a regardé et je me suis senti tout petit à côté, dans le sens tu es la proie, si je veux, je te tue. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte, gardez-le dans un coin de votre tête et gardez en tête que ça je l'ai pas écrit dans le script, mais que je l'ajoute en post-production pour l'honnêteté intellectuelle. Voilà, bonne vidéo. Bien que cette créature me terrorise et hante mes cauchemars, comme vous en êtes douté avec la manière dont j'ai introduit le sujet, un élément m'a frappé. Une chose si évidente qu'elle en paraît logique. Cette créature, bien que terrifiante, n'attaque jamais. Ou alors, on ignore la moitié de ce qui se trame dans nos forêts, on ferait bien de s'accrocher à nos slips parce que les cryptides sont sacrément forts. Plus sérieusement, le Dogman a des comportements, d'après les témoins, proches de ceux des grands prédateurs connus. L'intimidation, la territorialité, la production d'infrabasses, l'observation des humains, et plus rarement, la curiosité. Le plus marquant à ce niveau reste le témoignage d'Alain, près de Nice. La créature fait preuve d'intelligence. Quand on échange là, du regard, elle m'observe et elle a un rictus. Ça m'a frappé. Elle n'a aucune férocité. Elle me regarde d'un air narquois, d'un air moqueur. À aucun moment elle n'a tapé à la vitre, à aucun moment elle n'a eu d'agressivité envers moi. Par contre, elle avait un regard dominateur, un regard narquois, un regard moqueur. Moi, je peux le décrire avec mes mots comme ça. Elle me regardait d'une façon narquoise en disant « Regarde-moi bien », c'est ce que j'ai ressenti dans l'instant. « Regarde-moi bien, tu me vois là, puisque tu m'as surpris, alors regarde-moi bien. » Avec un air de supériorité. Ah, complètement, et quand elle est venue à ma vitre, c'est pour venir à moi et me dire « Maintenant que tu m'as vu, tu m'as surpris, observe-moi bien. » J'ai totalement ressenti ça. Elle serait capable d'identifier ce qu'est une voiture, de quel côté se situe le conducteur. Elle jetterait des regards en arrière, comme le ferait un humain, ce qui est totalement à l'opposé des réflexes des animaux connus. Et enfin, dès qu'elle est aperçue, dans la majorité des cas, en dehors du témoignage d'Alain, elle disparaît, non sans une certaine malice. Quatrièmement, les prouesses physiques hors normes. Pour conclure cette partie, j'ai noté dans tous les témoignages que j'ai étudiés une récurrence. La créature est silencieuse. Elle fait également preuve d'une rapidité et d'une agilité hors de propos pour les animaux que nous connaissons. Les témoins rapportent des bonds prodigieux, la capacité de soulever des cerfs ou des sangliers sans aucun problème, d'arracher de grosses branches, bref, il s'agit absolument pas d'un animal classique. En tout cas, ne ressemblant en rien à ceux connus de la science. C'est là que mes théories vont venir éclairer tout ceci. De plus, le Dogman serait capable, d'après les témoins, de transmettre des messages par la pensée. Pas de manière télépathique, mais de manière suffisamment forte pour que les témoins en déduisent une intention. Cette caractéristique l'éloigne de la théorie que j'avais formée dans ma tête en écrivant cette vidéo. Il ressort un consensus parmi les témoins. Ce n'est pas juste un animal. Nous confronterons ce consensus à mes théories, puis nous analyserons tout ceci avec l'éclairage d'un témoin qui a très gentiment accepté de me parler. Comme je l'ai déjà évoqué et comme je vais maintenant le faire, il est important d'émettre des théories, après tous les éléments qu'on vient de passer en revue. Si on se base sur les comportements observés, la rareté des témoignages et les éléments dont on dispose, ma théorie va peut-être vous paraître farfelue, mais elle me semble bien moins délirante que certaines. Je respecte cependant les interprétations et théories de chacun, car le sujet reste beaucoup trop flou pour se permettre d'affirmer quoi que ce soit. Je garde cependant dans un coin de ma tête que cette théorie a ses limites. C'est celle sur laquelle je suis arrivé en utilisant mon esprit critique. Mais des doutes persistent. Mes sources principales d'informations pour cette enquête sont les suivantes. Connexion Mystère, Lionel Camille et Elgil. À partir des données déjà récoltées, les récurrences et l'apparence physique, ma théorie est la suivante. Le Dogman pourrait être une espèce animale inconnue, rare et en danger d'extinction, à l'intelligence hors du commun. Mais nous verrons que cette explication n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors, pourquoi penser ça ? En ce qui me concerne, j'ai regroupé non seulement des témoignages, qu'on trouve par wagons entiers sur internet, ce qu'on sait sur les origines du mythe et ce qu'on peut en tirer. 2 points importants. Premièrement, le mythe du loup-garou et du Dogman remonte à plusieurs siècles, contrairement à d'autres cryptides. En Europe et en Amérique du Nord, il existe 2 mythes fondateurs, qui sont sur le point de départ du sujet qui nous intéresse. En Europe, le loup-garou est une légende existant depuis la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Elle a gagné en popularité autour d'un événement à côté duquel nous, francophones, ne pouvons pas passer, la bête du Gévaudan, en 1760. Je ne vous referai pas l'historique complet de cette affaire qui est fascinante et mérite une vidéo entière, mais dans cette histoire, un élément est essentiel. Cette bête a bel et bien existé. Nous avons des archives,
attestant qu'elle a été abattue par un chasseur, que son cadavre a été conservé quelque part et qu'elle a été étudiée. Ce n'est donc ni une chimère ni une vue de l'esprit, c'est un animal bien vivant. Autre mythe important et fondateur, originaire d'Amérique du Nord, le skinwalker. Pour ceux qui connaissent déjà le sujet, on va pas passer des heures dessus, mais pour les nouveaux qui débarqueraient ici, un skinwalker, dans le folklore natif américain et plus précisément navarro, est un sorcier malfaisant capable de prendre l'apparence d'un animal. Les animaux les plus récurrents dans ce type de légende restent le coyote et le loup. Enfin, le mythe du dogman en lui-même remonte au 19e siècle, dans l'état états-unien du Michigan, où les natifs Odawa parlaient déjà d'une créature bipède et canine avant l'arrivée des colons. Les récits sont basés en partie sur les rapports des colons eux-mêmes, ils sont donc impossibles à vérifier. En 1887, 2 bûcherons affirmeront avoir vu une telle créature. Nous sommes donc loin du mythe récent du Bigfoot ou du Chupacabra. Le sujet est resté terré dans un coin jusqu'à ce que des internautes s'en emparent, afin de tenter de le comprendre. Ça reste un élément important, car ce cryptide est évoqué dans des récits bien plus anciens que d'autres. Ça ne le rend pas plus vérifiable, mais ça l'ancre dans une certaine réalité historique. Deuxièmement, le dogman a des comportements proches des grands prédateurs connus. En effet, cette créature semble adopter un comportement proche des animaux déjà connus, comme le lion, le loup, le lynx ou le coyote. D'après ce que décrivent des témoins, et si nous en restons sur ma théorie, celle d'un animal inconnu, ça paraît cohérent. Tout d'abord, le comportement chasseur, en solo ou en groupe. Les caractéristiques des grands félins et des loups. Ensuite, les charognards ne sortant que de nuit extrêmement discrets seraient d'excellents candidats pour expliquer à la fois la rareté des observations et le fait que la plupart du temps, l'animal est surpris en train de se nourrir. Alain, comme beaucoup de témoins nord-américains, a surpris le dogman accroupi sur le bord de la route, probablement en train de fureter à la recherche de nourriture. Sur une bonne partie du reste des témoignages, les témoins se promènent en forêt, seuls ou en groupe, et tombent sur la créature totalement par hasard. Celle-ci est donc surprise d'être repérée. Ceci n'est pas incompatible avec d'autres grands mammifères comme le lynx, que les scientifiques pensaient éteints en Europe, jusqu'à ce qu'on l'aperçoive. La différence est peut-être la prise au sérieux pure et simple du sujet. Ça appartient aux zoologues professionnels, je ne fais qu'émettre ma propre théorie. Mais il faut qu'on fasse une pause. Dans ce cas, pourquoi les témoins décrivent-ils une telle terreur, un tel sentiment d'être la proie, une telle sensation d'intelligence, voire une capacité surnaturelle à disparaître? C'est là que je pousse plus loin ma théorie, et vous verrez qu'elle reste assez proche d'une logique naturaliste. Je vais donc vous l'exposer au complet. Le dogman est, d'après moi, une espèce ayant évolué parallèlement aux autres, entre la branche simienne, canine et féline du règne animal, mais qui a survécu bien plus discrètement que ses cousins. Cette espèce pourrait avoir subsisté sans être vue en raison d'un critère de sélection naturelle, où les individus les plus discrets auraient survécu. Ça expliquerait son extrême rareté d'apparition. En revanche, avec ma théorie, je peux que supposer et combler des trous avec des outils scientifiques. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de la plus grande prudence en écoutant ce que je raconte. Ensuite, le dogman pourrait avoir adopté des comportements aussi intelligents que les témoins le prétendent, justement car il en allait de la survie de l'espèce. Ne pas être vu, c'est ne pas être chassé. Ne pas être chassé, c'est persister dans le temps. C'est également le cas pour le lynx, qu'on pensait éteint et qui reste très difficile à observer. Mais alors, pourquoi la station bipède? Pourquoi les mains? Ça paraît totalement aberrant, aucune utilité, n'est-ce pas? Eh bien, d'après moi, non. D'après moi, ces caractéristiques seraient dérivées d'une branche des canidés et également des grands singes. Mais on a un autre problème, il n'y a jamais eu de grands singes en Europe. À un moment dans l'histoire de la Terre, il y a eu une séparation. Rappelons que l'homme est un primate, que les continents se sont séparés progressivement durant la Pangée, ou dérive des continents, ce qui pourrait expliquer la présence d'un descendant simien en Europe, et que l'Asie comporte aussi des descendants simiens. L'Europe et l'Asie sont toujours connectées par la Terre. Cette séparation territoriale des descendants primates n'est pas à exclure. Et en prenant en compte tous ces éléments, il n'est pas absurde de penser que le dogman, en évoluant en parallèle avec d'autres espèces, ait pu s'implanter tout naturellement comme ses cousins canidés et grands singes. Oui bonjour, c'est encore la spider du montage, j'ai ajouté quelque chose ici que je n'ai pas dit dans mon script mais qui me paraissait essentiel et que Virgile m'avait dit dans notre entretien, c'est que les espèces qu'on pensait disparues, qu'on pensait ne pas retrouver à l'état sauvage ou à l'état conservé, etc., en fait elles n'ont pas cherché à être découvertes, c'est-à-dire qu'on est tombé dessus par hasard. D'où mon prochain point. C'est-à-dire, le sélacanthe et le lynx, ils étaient là. Ils avaient pas... Ils ont pas cherché à se cacher. Pas plus que les autres animaux. Donc, voilà. On atteint une limite aussi de la théorie que j'expose et que Virgile a très très justement souligné quand on s'est parlé. On a un autre problème
Comment serions-nous passés à côté d'un mammifère aussi grand? À cause principalement de sa discrétion, son habitat très reculé, surtout en Amérique du Nord, et les caractéristiques que j'ai déjà évoquées, peut-être. Comme souligné par le vétérinaire dans le podcast de la séance de minuit, ce ne sont que des possibilités qu'il faut explorer, mais également prendre avec d'immenses pincettes. Un animal tel que le lynx est difficile à observer, mais existe sans aucun doute, car les traces de son passage sont là. Le dogman, à l'exception d'empreintes de canidés anormalement grandes, n'en laisse pas. Ça nous mène à 2 pistes potentielles. Soit la créature n'est pas tout à fait un animal, soit elle n'existe tout simplement pas. Et oui, vous me voyez venir, c'est à ce moment de la vidéo qu'il nous faut franchir un cap difficile et pas drôle. Les contre-vérités. Croyez-moi, ça me pique moi aussi. Cette partie va sonner un peu comme le glas, du ton rêveur et mystérieux du début de cette vidéo, pourtant elle est obligatoire. Si on élabore une théorie, on est tenu de la contredire, la tester et la confronter à la réalité matérielle. Je vais me pencher sur des arguments les plus évidents, puis les plus abstraits, pour démontrer l'inverse de ce que j'ai développé plus tôt. Il faut impérativement en passer par là, pour prétendre un travail le plus sérieux possible. Mais vous verrez qu'on restera pas longtemps dans le pessimisme, car des pistes subsistent. Je m'appuierai notamment sur l'observation de Virgile, de Connexion Mystère. Premièrement, l'absence de fossiles. Pour toutes les espèces évoquées, notamment celles qui pourraient être cousines avec le cryptide qui nous intéresse, nous avons des preuves plus que tangibles de leur existence passée, les fossiles. L'homme a déterré des squelettes vieux de plusieurs millions d'années. Pourquoi pas des fossiles de grands canidés ayant parcouru nos régions, même avant la Pangée? C'est ce qui vient contredire ma théorie et qui devrait sauter au visage des personnes qui, comme moi, vont au bout de leur raisonnement, sans rester dans la négation du phénomène, sinon on serait pas là à débattre sur cette vidéo. Je tiens pas à plomber l'ambiance, mais à faire preuve d'honnêteté. Passer à côté, ça me paraîtrait mensonger. La preuve la plus rationnelle et irréfutable de l'existence de la branche intermédiaire évoquée reste le fossile. Et à ce jour, aucun n'a été trouvé. En tout cas, aucun pointant vers ma théorie. En revanche, on sait qu'il reste des forêts, des lacs, des océans, intouchés par l'homme, où de nombreux secrets restent enfouis. À moins de se donner la peine de retourner tous les sols et flinguer la biodiversité que nous massacrons déjà allègrement, ça semble compliqué. De plus, la formation de fossiles requiert un nombre de paramètres énorme, ce qui, en milieu forestier, reste très rare, dû à la décomposition et au sol. Et ce n'est pas parce que les animaux disparus n'ont pas laissé de traces fossiles que nous n'avons pas la preuve de leur existence. Deuxièmement, l'absence de traces. Tout animal, même très discret, laisse des traces de son passage. Nous l'avons déjà évoqué avec le lynx, on peut également le souligner pour le carcajou. Ah, je vous mens pas, je passe ma vie à me faire boulotter par ces saloperies dans Far Cry 5, on les entend jamais arriver, ces enfoirés. Les animaux, encore plus les charognards et les prédateurs, ont un territoire, un lieu de vie, une tanière, parfois des grottes, des lieux de nidification et éventuellement de migration. Étonnant donc de n'avoir jamais trouvé de tels lieux pour les dogmen. Pas un terrier, pas un excrément plus gros que la moyenne, et Dieu sait que les carnivores laissent de belles crottes, pas un bout de fourrure. La question est donc, ne s'est-on pas assez intéressé aux traces potentielles? Ça paraît aberrant, sachant le nombre d'espèces animales découvertes chaque année. Ou bien ces traces n'existent tout simplement pas. Voilà qui est déprimant, mais malheureusement bien plus proche de la réalité. Mais vous verrez que c'est à ce moment de mon récit que le casse-tête va s'alourdir. Les biais cognitifs humains jouent un rôle non négligeable dans ces phénomènes, mais ne partez pas. Vous verrez que d'autres explications peuvent enrichir tout ce qu'on vient de passer en revue. Troisièmement, l'erreur d'identification ou l'exagération. Le cerveau humain, on le sait, en situation de stress, de fatigue ou de perte d'attention, peut tout à fait combler des trous de ce qu'il n'interprète pas correctement. C'est pas moi qui ai décidé de l'inventer, mais un phénomène connu de la science. 2 aspects documentés des réflexes humains peuvent interpeller, dans ce cas, la pareidolie et l'exagération situationnelle. Ce qui m'a frappé dans les témoignages que j'ai étudiés, c'est la brièveté des observations. Il serait difficile d'en faire une moyenne, mais j'estime la durée d'observation des témoins de quelques secondes à 1 minute, pas plus. Dans de plus rares cas, comme celui d'Alain, les témoins ont bien le temps d'identifier la créature comme ressemblant à un loup-garou, car ils se rendent bien compte de ce qu'ils ont sous les yeux et que c'est inconnu. Mais dans bien d'autres, et sans remettre en doute la sincérité des personnes ayant témoigné, on remarque des apparitions tellement courtes qu'elles pourraient facilement être comblées avec de nombreux biais de notre cerveau, auxquels nous ne pouvons rien. Ça signifie absolument pas que les témoins sont des menteurs, mais qu'ils auraient pu être court-circuités dans la réalité de ce qu'ils ont observé, avec le pouvoir de la mémoire qui s'enrichit avec le temps, qui se déforme, qui s'enjolive, mais également avec le contexte dans lequel ils ont vu ces créatures. La majorité des témoignages se passent de nuit,
dans une situation où les personnes sont sans doute fatiguées. Et la fatigue au volant peut être extrêmement surprenante et traître, même lorsque les gens sont en pleine possession d'eux-mêmes. La fatigue, avec de mauvaises conditions de visibilité, peut entraîner de drôles de phénomènes visuels. Mais ça n'explique pas tout. Le prochain point va bousculer les certitudes que j'énonce ici. Quatrièmement, la contagion sociale ou la rumeur. On peut pas le nier, l'humain est sociable. Il cherche l'approbation de ses semblables et donc est susceptible de souhaiter coller au récit d'autres humains. Ça pourrait expliquer une partie des observations, même si on verra que ce n'est pas une explication suffisante. Ça reste cependant une donnée très importante à prendre en considération. Je m'explique. Avant les années 2020, et comme nous l'avons abordé dans la partie théorique, il existait déjà des phénomènes similaires, documentés et établis. La compilation de témoignages dans l'état du Wisconsin, effectuée à partir des années 80 par Linda Godfrey, en est un bon exemple. Madame Godfrey, décédée en novembre 2022, a été une grande source d'inspiration pour les auteurs français intéressés par le mystère, comme Lionel Camille, ce qui a indirectement mené à la création de cette vidéo. Je tiens donc à faire cette petite parenthèse sur son travail sur la bête de Bray Road pour lui rendre hommage et lui donner tout le crédit qu'elle mérite dans cette enquête. Sans elle, le phénomène n'aurait sans doute jamais dépassé les frontières physiques et mentales des États-Unis. Ce qui m'amène à mon argument, la compilation de témoignages, comme celle réalisée par cette chère Linda, pourrait en partie expliquer certaines apparitions du Dogman. La répétition de témoignages similaires dans une même zone géographique peut entraîner un phénomène de contagion sociale. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des récits comme ça, bête aperçue de nuit, en train de manger une proie sur le bord de la route, au comportement étrange, pourrait expliquer que certaines personnes ayant entendu parler de l'histoire se persuadent d'avoir vécu le phénomène, alors qu'il n'en est rien et que l'observation est une erreur d'interprétation. C'est simplement le mimétisme et la nécessité de combler les trous de la part du cerveau qui travaille. Et attention, je le répète, ces arguments n'ont absolument pas vocation à accuser les témoins de mensonges, car je pense que dans leur immense majorité, ils sont sincères. Cette sincérité n'est pas une preuve, mais elle mérite tout notre respect. En revanche, il me paraissait essentiel de casser le mythe, afin d'arriver à un début d'explication plausible. Une partie, même infime des témoignages, peut trouver sa source dans ces biais humains. Il ne s'agit pas de décrédibiliser les personnes qui prennent la parole, mais de rester prudent face à nos potentielles faiblesses, dont nous sommes absolument tous victimes. De plus, les deux dernières pistes évoquées ont leurs limites. Parfois, les témoins ne sont pas tout seuls dans leur voiture la nuit. Ils sont 2, voire 3 dans le même véhicule. Manquent de percuter l'animal, se souviennent de leur observation des dizaines d'années après l'avoir vécu. Les biais cognitifs ne peuvent pas rendre les témoins tous victimes du fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi l'intervention de Virgile est importante, et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaitais poursuivre cette vidéo avec. Virgile, avec qui j'ai eu la chance de discuter, défie à peu près tous les arguments sur les biais humains que je viens de passer en revue. Comme Alain, que je considère très crédible également, il se souvient en détail de ce qu'il a vécu. Et il n'a, à ma connaissance, jamais varié dans ses déclarations. Comme pour une enquête judiciaire, la constance dans le témoignage est un excellent indicateur de crédibilité. Contrairement à des témoins qui n'interviennent qu'une seule fois sur une seule chaîne YouTube ou en podcast, Virgile ou Alain ont réitéré leurs affirmations, ne les ont pas modifiées, n'ont pas essayé de les enjoliver ou de les enrober de sensationnel. Au fond, Virgile est comme moi, en recherche de réponses. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il l'a vécu. Il a vu cette créature en 2003, au moment où le phénomène n'avait pas pris l'ampleur qu'on lui connaît. Mis à part les films mettant en scène le loup-garou des années 80 à 2000, rien de comparable au sujet de niche connu en francophonie que nous abordons ici. Je note un tout dernier élément qui contrebalance ma logique de rabat-joie avant de vous livrer son témoignage. J'ai remarqué quelque chose de poignant en écoutant ces gens parler. Quelque chose qui m'a marqué et dont je ne vous ai pas encore fait part. L'émotion et la mémoire presque traumatique. Les personnes qui observent le Dogman vivent au mieux un bouleversement, au pire un véritable traumatisme. La peur dans leur voix est palpable, et si l'observation a eu lieu des dizaines d'années en arrière, le souvenir reste vivace, exactement comme pour un traumatisme plus classique, entre guillemets, où la personne qui le raconte est dans la reviviscence précise de ce qu'elle a traversé. Est-ce qu'un simple malentendu peut à ce point traumatiser les gens ? J'en suis pas convaincue. Eh bien, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, Virgile ? Alors, moi, je suis Virgile Kandeil, je suis responsable de projet culturel, professeur de danse
Et donc, depuis maintenant 2-3 ans, youtubeur. Je dis youtubeur 2-3 ans parce que je gagne un peu d'argent avec. Bah, c'est vachement bien. Oui, oui, c'est parce qu'il y a quand même du boulot derrière. Oui, non, mais c'est Hem, beaucoup de boulot pour pas grand-chose, j'ai l'impression, c'est dommage. oui, surtout avec le nouvel algorithme qui est venu, me pénaliser, mais bon, c'est comme ça, la passion reste intacte, elle, par contre. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'habite dans la Haute-Garonne. Voilà, D'accord, j'avais bien senti à l'accent, oui. eh oui, ça chantouille, Et ouais, comme on dit. moi, je suis de l'autre côté du sud, Ah, très bien, vers où? le Var. Ah bah oui, je suis déjà venu là-bas pour faire certaines enquêtes. Ouais, j'ai vu l'extrait avec, Alain, sur ta chaîne, justement. Ouais, Et c'était fascinant parce que du coup, moi, ce que je me dis, c'est, vraiment de faire une démarche pas scientifique parce que j'en suis pas une, hein, mais, quelque chose d'assez rigoureux dans le sens, voir si les gens, sont constants dans ce qu'ils déclarent, tu vois? Pour voir si vraiment ils restent sur la même ligne, quand ils racontent leur histoire. Et c'est moi ce que j'avais trouvé intéressant avec ce que tu disais justement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée à ta chaîne, parce que je me disais: «Bah, ils racontent toujours la même histoire, quoi», donc ça m'intéresse. oui, Voilà. je n'ai pas rajouté de sensationnalisme derrière. Ouais, ça se sent, ça se sent. Mais après, ouais, Alain, pareil, il était, vraiment constant dans ce qu'il disait, mais même il t'a rejoué la scène et tout, je trouvais ça impressionnant, quand vous étiez sur place, Ah oui, tous les oui, 2. puis, puis en off quand il se met à raconter son histoire alors qu'il y a sa femme à côté, qu'il y a son enfant qui est là pour attester Ouais, de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses que le public ne sait pas et c'est vrai que, les auditeurs, hem, quand il arrive après cette rencontre, il va de suite monter dans la chambre à son fils pour lui dire: «Oh, il faut vite qu'on retourne là-bas, tu vas pas ouais, me croire, j'ai vu quelque chose de fou». Donc quand son fils, à table, pendant qu'on est ensemble en train de boire un verre, il atteste, il appuie ce qu'a vu. Alors lui, il n'a pas vu, mais ouais, la réaction de son papa, il a vécu. Donc, je suis très mal placé, et n'importe qui le serait, pour dire: «Ouais, non, cet homme est en train d'inventer quelque chose ouais, et il est fou, il a monté ça de toutes pièces». Et pour moi, ça ne tienne pas la route. Et puis, il y a sa femme à côté, pareil, qui va nous, comment dire? Qui va nous rapporter, voilà, comment il a été pendant un moment. Donc, ouais. voilà, cette affaire après, une fois qu'il y a le vécu, il y a aussi tout ce qui va derrière, tout ce qui l'englobe, et la famille en fait partie. Et donc quand en plus on a la famille à côté qui appuie les dires du témoin, ça devient compliqué De le contredire, ouais, c'est chaud. heu, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, faut essayer aussi d'avoir confiance et voilà, de se dire qu'il y a des gens qui ont, voilà, que c'est de bonne foi, quoi. Ouais, même si on peut pas expliquer immédiatement ce qu'ils ont vu, au moins on sait qu'ils mentent pas, quoi. C'est ça qui est important aussi. Voilà, mais ça, pour s'en rendre compte, je pense qu'il faut vraiment faire du terrain. Parce Ouais, que là, je peux vous donner, quand je dis vous, c'est le public qui va, enfin les auditeurs qui vont écouter ce que je suis en train de partager. C'est-à-dire que quand on enquête sur le terrain, qu'on va sur le terrain, on rencontre le témoin. Donc on voit les traits de son faciès, on voit comment il raconte les choses. ouais, Et quand en plus on a le poids de la famille derrière qui vient appuyer, ses dires, bon ben là, c'est tout autre chose que juste, parler avec lui, sur, sur internet à travers un échange comme on est en train d'avoir bah, maintenant. c'est pas tout à fait la même chose, puis même sa famille, le connaît très bien, donc Oui, on peut oui. les croire, quoi. Dans le sens, ils connaissent quand même la personne depuis X années, ils ont grandi avec, enfin voilà, c'est difficilement contestable, on va dire. Oui, surtout qu'il a un statut social, bon, quand même, c après voilà, moi je fais pas d'arbitrage là-dessus. On Ouais, peut être mécanicien, boulanger ou, acteur de cinéma, voilà. Heu, j'aime pas faire le: «Ouais, ça c'est un statut plus important, donc il faut le prendre plus en considération». Non, non, ouais, non, non. ça compte pas ça. C'est arbitraire, c'est discriminatoire, j'aime pas ça. Mais voilà, quand même, il a un statut, un boulot qui fait il est obligé d'avoir la tête bien sur les épaules et Ouais, voilà, d'être une personne crédible, quoi. je vois. Ensuite, j'avais une deuxième question pour toi. Dans quel contexte est-ce que toi tu as vu, ce que tu as vu? Alors, ben moi, c'est très simple, hein, comme je le répète à chaque fois, j'allais voir ma petite amie de l'époque, et c'est peut-être grâce à, et souvent dans les témoignages, c'est souvent grâce aux petites amies de l'époque qu'on arrive à se repérer dans le temps, à quel moment c'était.
Donc moi, je sais que c'était en 2003 du coup. Je dirais premier Mmh. trimestre, je pense. Donc D'accord. c'était quelle heure? C'était la nuit en tout cas, c'était assez tard et donc j'allais dormir chez elle, hein. Mmh. Et du coup, j'ai emprunté une route, que j'empruntais, pour aller à sa rencontre à chaque fois, qui est entre Puylaurens et Groyer. C'est dans Elle le habitait sud-ouest? Lavore, donc ouais, c'est ça, sud-ouest D'accord. et entre Puylaurens et Lavore. Donc elle habitait Lavore pour être plus précis et donc c'est une route de campagne et je m'attendais pas à voir ce que ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire arrivé à un virage, je vois d'abord une masse Mmh. noire qui m'interpelle, mais dans ma tête, c'est rien de plus qu'un chien ou peut-être un sanglier, je sais pas, un truc qu'on connaît, quoi, un truc commun D'accord et des et sangliers, tu finalement, en c'est avais quand je me croisé suis beaucoup, dans ce coin-là? c'est-à-dire? Hein? Bah, des sangliers, est-ce que c'est régulier Oui, d'en oui, voir, oui. sur le bord des Ouais, routes? ouais. Alors peut-être pas là où j'ai vu cette chose, mais ça reste quand même une route de campagne, donc je pense que beaucoup de gens doivent en croiser. Je sais que quand je vais travailler le jeudi, j'en vois très souvent parce que pareil, j'utilise une route de campagne et j'en ai vu un jour qui était vachement balèze, mais de D'accord. suite, je l'ai reconnu, tu vois? Même s'il était Oui, balèze, gros c'est et tout, de suite, même il était loin, hein, mais de suite, pour tu te dire à quel point identifies? il était balèze, il devait être à, je sais pas, 200 mètres à peu près, je le voyais très bien, mais Ouais. de suite, on sait que c'est un sanglier, tu vois? Il y a les Oui, il y a pas traits, la de forme, confusion tout. possible. Ouais, voilà, ça va très vite OK. parce qu'on est habitué à savoir ce que c'est et là, sur cette route, j'ai pas vu forcément de sanglier, mais voilà, on voyait, j'ai, je me rappelle pas si j'ai vu des animaux communs, mais bon, voilà, ça reste une route de campagne, donc il doit y avoir pas mal de trucs qui traînent. Oui, Sauf la que nuit là, surtout, arrivé au virage, bon, mais là, je fais face à une créature, quoi, quelque chose qui a des épaules déjà, donc ça, c'est bizarre et ce qui mmh. va me marquer le plus, c'est le fait qu'elle ait des bras avec des mains. Ça, Ah oui, ça a été très difficile de l'accepter parce que c'est-à-dire? c'est ce qui allait, différencier, cette chose d'autres animaux communs. C'est-à-dire que là, Ouais, j'avais quelque chose qui avait des bras et des mains comme nous et qui mangeait comme nous, comme on mange un d'accord. hamburger, tu vois? C'est-à-dire Et tu as eu ça, du mal à l'accepter dans le sens où c'était vraiment pas évident à comprendre, en voyant ça, tu t'es dit: «Merde, qu'est-ce que c'est, quoi?» beh, c'est ça, c'est de suite, tu te dis: «Il va falloir que tu vives avec ça». D'accord. Bon, vivre avec en ayant vu un ovni, ou un esprit, c'est des trucs qu'on se raconte quand on est ado. Moi, je suis génération X-Files, donc c'était pas un problème. Au contraire, c'était même cool d'en parler. Mais Oui, là, face à ça, c'est complètement différent et et ce qui me choque dans le fait qu'elle mange, c'est que je me dis: comment je vais vivre avec ça? Comment je vais vivre avec cette vision, avec ce que je viens de voir?» Je peux pas le dire, je peux pas en parler à qui que ce soit, enfin, on va me prendre pour un taré. Donc c'est si tu compréhensible. veux, mon idée, c'est d'essayer de refouler ce que j'ai vu, Mmh. de faire en sorte que mon cerveau le supprime. C'est-à-dire supprime cette partie qui me dérange, pour que je puisse à nouveau, être comme tout le monde et puis vivre avec en me disant que voilà, en fait, c'était plus une panthère, échappée d'un zoo. C'est ce que j'ai essayé de me dire et me forcer à penser. OK. Seulement au bout d'un moment, en fait, on se ment à soi-même. Ouais. Et en fait, au final, on sait ce qu'on a vu et on peut pas s'inventer quelque chose qu'on a eu en face de soi à 3-4 mètres. C'est pas OK. possible. Je le sais, je l'ai vu, c'était là, c'était bien palpable et j'ai vu ses mains et ses bras. Donc, même en essayant de supprimer cet élément, je savais ce que j'avais vu. Donc, à force de me mentir, c'est ce qui me faisait du mal. Donc, au bout d'un moment, j'ai accepté le fait que voilà, c'était quelque chose de différent. Mais par contre, j'en ai parlé à personne. J'ai gardé ça pour moi. D'accord et j'allais faire le lien du coup avec ma prochaine question. Ce que tu étais en train de raconter, c'était, ça fait directement le lien. C'est à quoi est-ce que tu as pensé en premier en fait, en voyant la bête? Heu, ce noir déjà, le noir que j'ai jamais retrouvé, c'est vraiment un noir très, 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 très profond qui absorbe la lumière. C'est d'un noir, mais je sais même pas si le noir de G, Ouais, j'ai presque c'est envie de pas dire possible de l'écrire en fait. ouais, c'est tellement noir. Et donc déjà ça il y a un truc qui va pas avec cette couleur, mais après sur le moment, je me dis: «Allez, ça peut être qu'une panthère». Et encore, j'y pense qu'après parce que quand on le voit, on fait face à ça, on est plus dans la surprise, quoi. On est su
qu'est-ce que c'est, quoi? Et ses yeux jaunes qui, pour moi, Jaune, étaient jaunes luminescents, qui étaient comme, c'était comme si c'était une énergie un peu. En d'accord. fait, ses yeux, c'était comme son âme, je sais pas, c'est très bizarre, c'est particulier parce que quand elle a levé la tête comme ça délicatement, elle m'a de suite, ciblé. Elle m'a de suite regardé. Elle savait où je me trouvais dans la voiture et elle m'a pas Elle t'a lâché du vu, regard. clairement, quoi? Ouais, 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 et elle m'a OK. pas lâché du regard jusqu'à que je quitte son champ de vision et ses yeux, il y avait pas de pupille, c'était tout jaune, c'était légèrement en amande. Mmh. Ça avait rien de naturel. Ça avait rien à voir avec ce qu'on peut voir chez des animaux communs. C'était complètement, c'était surnaturel ce truc, quoi. Enfin, c'était vraiment bizarre, hein. C'est J'ai une autre compliqué, question hein. qui me vient. Est-ce que c'est comparable ou pas avec, tu sais, quand on voit un animal la nuit justement, dans les phares, est-ce que ça Non, ressemble à ça ou pas du tout? non, non, sinon, bah, je l'aurais de suite signalé. J'aurais dit, en fait, ses yeux ont reflété mes phares et ça a donné un peu, ce côté luminescent. Non, non, là, D'accord. c'était vraiment, c'était une couleur beaucoup plus prononcée. Et cette couleur-là est restée tout le temps. C'est-à-dire que même quand je tourne ou je l'éclaire beaucoup moins, moi je regarde encore et je vois Ah oui, ses yeux d'accord. qui continuent à briller, quoi. Donc, Même en tournant, dans ton virage, d'accord. c'est ça. C'est-à-dire que C'est ça même qui est s'il y a beaucoup surprenant, moins ouais. de lumière, on voit encore ses yeux qui changent pas. Quand il y a un reflet, ça apparaît, ça disparaît, on voit le reflet qui voilà, Oui. ça suit la direction de la lumière, hop, si là non, c'était vraiment, c'était des yeux jaunes qui brillaient et Waouh. c'était en fait, entre les bras, ses yeux, la carrure, même si c'était pas, bodybuildé comme on peut le penser en ce qui me concerne, c'était plus, tracé, je dirais plus tracé, voilà. D'accord. Mais enfin c'est après quand j'ai continué à rouler, c'était Google Research dans ma tête, c'était, et voilà et j'en suis arrivé à cette conclusion, bon, ben ça peut être qu'une panthère, qui s'est échappée, alors que je savais Ouais. très bien que c'était pas une panthère, mais qu'est-ce que tu veux faire avec, ce genre de vision? Tu es obligé de gérer ça à ta manière et on t'a pas éduqué, on t'a pas éduqué, on t'a pas appris que ces choses-là pouvaient exister, donc de suite, c'est toi qui te remets en question. Tu te dis: «Mais tu es fou, alors que je bois pas, je fume pas». Enfin voilà, D'accord. au bout d'un moment, il fallait être honnête avec soi-même et j'ai accepté le fait que, voilà, j'avais vu, cette chose et que c'était comme ça. Donc en fait, tu as essayé de chercher quand même des explications avant d'en venir à une conclusion, cryptozoologique? Bah, de toute façon, la majorité des témoins font ça. Ouais, C'est-à-dire que j'ai de remarqué, ouais. suite, ils veulent, tout faire pour, tout y passe, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un critère, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on on a beau dire que les témoins parfois, peut-être, interprètent mal, mais c'est possible dans tous les témoignages, là-dessus, je peux le comprendre, mais Oui, il y en a certains où on peut se poser la question quand même. voilà, mais quand même, quand tu entends tous les témoignages à travers le monde, tu te dis au bout d'un moment, non, ces gens-là se connaissent pas, pourtant ils décrivent la même chose, ils vivent l'un à l'autre bout du monde, Mmh. Ils ont pas ils sont intérêt à séparés mentir par pour la des plupart. voilà, donc ça devient compliqué de se dire que tous ces gens, fabulent ou inventent. Au contraire, je trouve que ça devient presque une perte de temps maintenant. Au bout d'un moment, les choses sont là, le constat sont là, les gens ont vu un mothman, quand ils disent: «Ils ont vu un mothman», bon, ben, il faut arrêter de dire qu'ils ont vu Une chouette, par exemple. une chouette ou un gros oiseau. Au bout d'un moment, ils savent ce qu'ils ont vu. Donc le temps qu'on perd, on va perdre du temps avec ça. C'est normal de penser que peut-être c'est une mauvaise interprétation. Mais il y a trop de témoignages pour se dire que tout le monde fait une mauvaise interprétation. Parce que dans ces gens-là, il y a des gens raisonnés, très cartésiens, qui du jour au lendemain font face à ça. Donc ils ne sont pas là Mmh. pour raconter des salades. Donc il faut accepter qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des rencontres avec l'étrange qui se passent sûrement tous les jours autour de nous, sauf qu'on n'en a pas écho. Elle reste rare, mais elle se passe. Et donc, moi, je suis déjà dans cette étape-là de me dire, il y a quelque chose qui se passe, et pas dans cette première étape d'essayer de chercher dans le cerveau humain le traumatisme qu'il a eu pour Ouais, non apercevoir mais ça, ou tu vois.
Faire Moi, je des suis centaines passé de fois la déjà. même erreur, c'est un petit peu dur, hein, quand même. Mmh. Après, c'est peut-être parce que je suis témoin. Étant témoin, c'est vrai que pour Oui, moi, bien c'est sûr. plus facile de passer à la prochaine étape. Ceux qui ont rien vécu, eux, vont peut-être rester sur cette première étape en train de chercher: «Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu vois, tu avais pas un souci de famille? Est-ce qu'à ce moment-là, tu es sûr que Non, tu as non, pas vu ça?» Tu vois? j'irai pas Et chercher jusque-là. Ma démarche, c'est plutôt, de me dire: «Voilà, les biais humains, ça existe, mais qu'est-ce qu'on en fait?» Quand il y a des gens qui sont vraiment sincères, qui disent, la même chose. C'est ça qui me ouais, perturbe, moi, personnellement, et qui me et fait me ça dire: les «Il faut vraiment c'est les ça. prendre au sérieux, ces gens». Mmh. Donc du coup, j'aimerais que alors ma prochaine question, c'était plutôt des descriptions physiques de la créature. Est-ce que tu peux nous décrire précisément, en fait, ce que tu as vu? Alors moi, je l'ai pas vue debout et j'en suis Mmh. content parce que je pense que si elle s'était levée, mon traumatisme serait bien plus grand. Je suis pas traumatisé, attention, hein. Je suis marqué, mais pas traumatisé. Parce que moi, comme je dis, j'étais dans une voiture et qu'on le veuille ou non, être dans une voiture, c'est quand même rassurant. Je pense que quand on fait face à ce genre de choses, c'est-à-dire à l'extérieur où on n'a rien sur soi et on se dit: «Oh mon Dieu». Enfin, je pense que le trouillomètre doit être à son apogée. Ah mais Donc, clairement. c'est pour ça que je me dis: «Heureusement qu'elle s'est pas levée» parce que je pense que cette chose pouvait se lever, par rapport à ce que je vois physiquement, comment elle est. Alors moi je dis toujours «elle», D'accord. toujours je Parce dis qu'elle «elle» avait une carrure, plutôt femelle, selon toi? et je sais pas, je dis toujours «elle» parce qu'il y a, je sais pas, dans sa façon de me regarder, dans mon ressenti, dans ce que je vois, je sens plutôt quelque chose de féminin, vraiment. D'accord, Et d'ailleurs, ça ne va pas être agressif, hein, ça va et en plus, comme elle mange, cette chose mange, elle aurait pu lever la tête avec, où je vois ses dents et tout. Mais quand elle lève la tête, elle elle ne ferme va la pas bouche? montrer ses dents. Ouais, D'accord, elle va me regarder la bouche fermée. Donc, ce qui fait que je me suis senti encore moins, comment dire? Agressé ou quoi que ce soit. C'était plus, je suis resté dans ce côté choqué, surpris, marqué, mais pas traumatisé, quoi. Voilà. d'accord. Et moi, comment je la vois? Je la vois en V. Elle a une taille en V, ça c'est clair, ça se voit elle est face, donc je la vois très facilement je vois très facilement ce V, très, très bien tracé et très long. C'est-à-dire elle a D'accord. le corps beaucoup plus long, le haut du corps plus long que ses jambes. Ses jambes, elle a une patte, jambe, c'est un peu compliqué, on va dire plutôt jambe. Elle a donc des jambes comme un canidé et D'accord. des quadriceps très musclés, parce que je peux distinguer plus ou moins le muscle du quadriceps. Elle Mmh. a, donc elle a un talon et un genou à terre, enfin un talon sous la fesse et un genou à terre et Ouais, l'autre, elle a le genou levé parce qu'elle a une partie de la carcasse de cette bête qu'elle est en train de manger sous un genou et donc le talon légèrement surélevé et donc après elle a ses bras qui sont, je dirais plutôt longs, assez longs et et avec très ses mains, musclée on aussi? voit pas hein? Musclés aussi les bras? Alors, je dirais tracé, c'est-à-dire qu'on distingue une musculature bien tracée, à la Bruce Lee, tu vois? Très, D'accord, très sec. voilà, c'est pas bodybuildé, c'est quand même plutôt balèze, mais pas bodybuildé, mais très tracé. On sent qu'il y a des muscles, qu'il y a voilà, que c'est puissant et je vois pas si elle a des griffes parce qu'elle a les mains comme ça, en fait, Elle a les mains recourbées sur sa nourriture. sur son sandwich et Ah oui, donc d'accord. voilà, donc je peux Sympa pas voir sympa ce le qu'il a. McDo, hein? Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, je vois la main, je vois les mains, quoi. Je vois qu'il y a des doigts OK. et ça et ce regard qui n'est pas méchant. Enfin, moi, comme je dis, j'ai pas senti quelque chose de après attention, ça m'a pas donné envie de revenir. Je suis pas revenu en Ah non. voiture après, le lendemain, j'ai tracé, je me suis pas arrêté pour regarder s'il y avait des traces dans le gravier, rien du tout. Dans Donc tu sais pas l'optique, si elle a laissé sa proie sur place, par exemple? moi non, dans l'optique, c'était je trace, je rentre chez moi et j'étais focus sur l'idée de supprimer des éléments de ce que j'avais vu pour revenir dans ma vie et passer pour le gars normal, tu vois? Bon, j'ai vu Ouais. ça, c'était, une tu vois? Même de dire panthère, c'est déjà bizarre de dire une panthère échappée d'un zoo, mais au moins ça passe, tu vois? Ça peut Bah, c'est passer. cohérent, c'est Voilà, rationnel, on ça va reste dire. réaliste. Donc si tu veux, moi, mon idée, c'était de me replonger dans la société en étant, voilà, Carrément, ouais. le bon petit soldat, quoi et faire comme si rien ne s'était passé. Mais OK. en fait, ça te rattrape. Tous les jours, ça te rattrape. Tu penses à ça,
tu sais que c'est pas normal, alors ça te bouffe un peu, ça te ronge, tu te dis putain. Et en même temps, tu veux être honnête avec toi-même parce que tu veux pas te mentir, donc ça te ronge encore plus. Mais tu te dis ouais, mais si je le dis, je vais passer pour un fou. Mais en même temps, si je le dis pas, ça veut dire que je me mens à moi-même. Donc ça a été très compliqué. C'est pour ça que quand Alain a parlé, Ça t'a je débloqué pense quelque chose. ça a été une délivrance. Ça a été une délivrance. Et je pense que ça l'a été pour beaucoup, beaucoup de témoins. Visiblement, oui, ça a fait vraiment, effet boule de neige après Alain, c'est Ouais. évident. C'est quelque chose qui est très impressionnant. Donc en fait, j'avais plein de questions, mais tu y as répondu, de toi-même. Donc Ah. c'est nickel. Ouais, j'allais demander vraiment si tu avais une explication rationnelle vraiment, à part, la cryptozoologie, enfin, c'est déjà un peu rationnel quand même en soi parce que c'est rechercher des choses qu'on ne connaît pas encore et sur lesquelles il faut, auxquelles il faut s'intéresser parce que fatalement, on n'avancera pas si on n'essaye pas de comprendre. Donc Tout à fait. après la première personne à qui tu en as parlé après coup, c'était qui? À part, Mais ça a été, bien des années après, hein. J'en ai parlé c'est quand Alain a parlé. Quand Alain a d'accord, parlé, là, je dis: «Bon, mais c'est bon, je peux y aller» et j'en ai parlé à un pote à moi d'abord, un très bon ami à d'accord. moi, qui voilà, qui m'a pas jugé, qui a voilà, moi mes amis, je les connais depuis, très, très longtemps, depuis, la primaire. Donc c'est comme des frères, hein, donc non, il pas de jugement, hein. Il m'a dit: «Ah bah écoute, c'est bizarre, ça peut arriver, je sais pas». C'est pas enfin, j'en ai qui s'intéressent à ce genre de sujet, mais j'en ai une autre partie qui bon, eux, ça me branle complètement, hein. Mais c'est Oui, pas pour autant qu'ils vont, de suite me juger ou dire: «Je suis fou», pas du tout. Parce qu'ils me connaissent, donc ils savent que je suis pas un menteur. oui. Je suis pas là pour inventer, donc eux, ils me connaissent très bien. Non, ils vont juste, voilà, accepter et sans forcément chercher à comprendre parce qu'ils vont être autant surpris que moi. Mais au moins, j'ai pu en parler et après, j'ai commencé à en parler plus autour de moi, petit à petit, parce que je savais que, une personne avait vu ça et je me suis dit qu'après d'autres personnes allaient prendre la parole. Donc si tu veux, je me sentais mieux, je me sentais bien par rapport à ça. Je vois. Bon après c'est vrai que les gens qui te connaissent de longue date, bon, ils se posent pas trop de questions, ils se disent, «Bon ça va, c'est pas un menteur», mais Oui. après ils ont pas l'explication non plus, donc c'est rassurant de pouvoir en parler, mais d'un autre côté, tu as toujours pas la réponse. Bah, après ça, c'est en parler ouvertement à des proches, mais avant, j'en avais parlé à des témoins américains parce que moi, dans l'ombre, secrètement, bon, mais tu sais, j'avais besoin de me rassurer ma conscience. Donc j'étais rentré en contact avec des témoins aux États-Unis, grâce à des forums et tout ça. On avait internet à l'époque encore, déjà et je sais que, voilà, j'avais pu me rendre compte que des gens là-bas avaient vu des choses qui ressemblaient à ce que j'avais vu. Donc bon, c'était une manière pour moi de me rassurer, de me dire que j'étais pas fou, voilà. Mais après en parler ouvertement comme ça, ça a été, ouais, quand après qu'Alain ait pris la parole, quoi. Donc Alain, si je me souviens bien, c'était vers 2018 qu'il a vu la créature et il en a parlé en 2019, si je dis pas de bêtises. Alors, là sur les dates, je ne saurais Parce pas que précisément te dire. j'essaye de me rappeler de la date de la vidéo Je de crois qu'il en Lionel parle Camille. je crois qu'il en parle en 2018, si je dis pas de bêtises. Il me semble que oui, la vidéo de Lionel, elle remonte à quelque chose comme 2018-2019. Ouais. Je sais pas, faudrait que je vérifie. Mais ouais, en tout cas, il y avait, en fait, dans les commentaires de cette vidéo, c'était impressionnant, une avalanche de gens qui racontent la même chose et quelque chose de vraiment troublant, quoi. Beh, c'est ce que je répète souvent à ceux qui sont très cartésiens et qui s'imaginent que, en fait, un témoin, quand il va attendre quelqu'un, par exemple avec, l'histoire de Cook, qui avait chanté donc une chanson sur le Oui, Dogman, The Legend, oui. voilà et Steve Cook, je crois, c'est ça. Mmh. Et tout le monde après va appeler pour dire: «Ouais, ben moi j'ai vu un peu ce qui est décrit dans la chanson». Mais en fait, il faut savoir que c'est normal qu'il y ait ce genre de réaction. Moi-même témoin, qu'est-ce que j'ai fait quand elle a parlé? Quand elle a en parlé, beh, j'en ai parlé autour de moi, ça a été plus facile, j'étais libéré. Donc en fait, un témoin, quand on est témoin et ces gens-là le sont peut-être pas, c'est pour ça qu'ils ont cette réaction-là de se dire enfin, ils s'imaginent que les témoins en fait Ça d'un doit coup, être la contagion sociale, quelque chose comme ça, voilà exactement, l'effet hop, de groupe et tout, voilà, pim, classique, facile, on y va, on entuse tout là-dedans et ça passe. Non, non, c'est que en fait, un témoin, moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai été marqué par ce que j'ai vu.
j'ai pas été traumatisé, j'ai pas eu la peur de ma vie, mais j'ai été marqué parce qu'on est face à l'inconnu. Et Oui. on n'est pas censé voir ces choses-là, on n'est pas préparé, on ne nous l'apprend pas. Donc c'est difficile de vivre avec ça. Donc quand un témoin a l'occasion de pouvoir se frayer un chemin, voilà, il va le faire. C'est-à-dire que dès que ce monsieur va chanter sa chanson et décrire un dogman, bon, ben, forcément, c'est une logique infaillible. C'est-à-dire que les témoins, ceux qui ont vu des choses, qui n'en ont pas parlé et qui ont envie d'en parler, comme moi j'ai eu envie d'en parler, parce que c'est libérateur, ben, ils vont sauter sur l'occasion, sur l'aubaine, pour se dire, bon, ben là, je peux peut-être essayer de parler de ma rencontre, vu que ce monsieur en parle dans une chanson. C'est en fait comme ça qu'il faut voir les choses. Et si ça n'avait pas été une chanson, ça aurait été autre chose, ben, Ça aurait les été peut-être témoins autre ont chose, une histoire voilà, fictionnelle, par exemple. par exemple, les témoins, seraient venus aussi pour en parler. Après, la C'est chanson de voilà. Steve Cook, si je m'en souviens bien, il l'avait écrit un peu comme une blague parce que c'était une légende locale, du Michigan Dogman, je crois. Ouais. C'était une Et il y légende en un a peu, qui disent, d'après certaines sources, que quand même des amis autour de lui, parlaient déjà de ce dogman, parce qu'ils auraient d'accord. entendu des gens raconter des récits là-dessus, ce qui l'aurait influencé à faire aussi un peu cette chanson. Donc si tu veux, peut-être que ça part pas de rien du tout, qu'il y avait quand même, voilà, la légende de Michigan Dogman, mais en plus que peut-être des gens aussi, il y avait eu déjà des récits qui avaient été racontés qui C'est rendaient troublant. curieux. Ouais, Mmh. d'accord. Est-ce que, tu aurais, par exemple, une idée d'une légende comme ça, un peu comme le Michigan Dogman, qui aurait un équivalent, mais en France, à ton avis? Beh, ici, on a le loup-garou, on a Amange, le village d'Amange où, Je la connais pas celle-là, tiens. alors le village d'Amange, c'est là où il y a eu, un des premiers cas ici, enfin, il y en a eu avant, mais ça a été le cas le plus reconnu. Donc il s'appelait Gilles Garnier et donc lui, il a fini au bûcher et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'il parlait de transformation parce qu'il avait rencontré le diable et le diable lui avait fourni alors là, ça varie selon, les récits. C'est soit une sorte de peau de bête et quand il la mettait, ça le transformait en bête. Soit c'était Ouais, comme un baume, comme une sorte de pommade qui passait sur la peau et ça le transformait et il devenait, un loup-garou. Mais d'accord. il faut savoir qu'il y a eu d'autres récits du même genre avant, mais celle-là, c'est la plus reconnue et il y a eu, je crois, 30 000, un peu plus de 30 000 procès, En de sorcellerie, loups-garous en loup-garou? c'est ça, à cette époque-là. D'accord. Ce qui est assez étrange, c'est que finalement, ce genre d'éléments, la peau de bête, cette pommade, cette chose qu'on passe sur le corps, beh, ça revient aussi dans les Caraïbes, ça revient, dans certaines histoires de skinwalker. Donc, Oui, ça m'a fait penser au Skinwalker directement. c'est ça, sachant qu'à cette époque-là, il y avait pas les réseaux sociaux. C'est clair. Donc Après, c'est les ça, de natifs américains, ils sont quand même pas mal rapportés par les colons et du coup, c'est aussi un truc que peut-être ils auraient transposé, tu sais, quand ils sont arrivés, en Amérique et ils ont un peu, peut-être transposé les légendes locales à ce qu'eux connaissaient déjà, à savoir les récits de loups-garous, tout ça. Il peut y avoir un biais culturel aussi sur le Skinwalker, mais bon, quand même, ça reste la légende Navarro telle qu'on la connaît, mmh. les Navarros la racontent toujours si je me trompe pas, donc bon, Oui et pas que d'ailleurs, hein. mais il y a pas que eux d'ailleurs. Heu, Ouais. je pense que c'est les Navarros qui ont fait connaître le skinwalker, c'est pour ça qu'on dit souvent les Navarros, mais je pense que le skinwalker, les natifs, la majorité des nations connaissaient. Mais c'est vrai que c'est eux qui en ont parlé les premiers, si tu veux, ouvertement et qui ont fait connaître le skinwalker. Mmh. Ouais, parce qu'après dans la culture native américaine, il y a vraiment cette idée de pas parler aux colons, pas parler aux blancs et tout. Donc c'est un peu nébuleux comme truc et ça qui est un peu fascinant aussi. Parce qu'on se dit que peut-être la légende aurait pu être déformée, mais en fait non, ils en parlent tous un peu de la même façon, Oui, Après oui. en tribu par tribu, c'est difficile à dire parce qu'ils ont quand même leurs secrets. Ils ont le droit de les garder d'ailleurs. Mais ouais, c'est assez, enfin c'est à souligner parce que ouais, il y a des choses qu'on sait pas dessus. Oui et puis c'est vrai qu'on n'y était pas, donc pourquoi ces éléments reviennent? Cette similarité? C'est comme le rec avait la goule, Ah El oui, ça c'est Goula, bizarre aussi. le Wendigo, qu'on appelle aux États-Unis le Wendigo. Donc c'est quand même des créatures qui se ressemblent physiquement, très similaires
Et c'est juste qu'en fait, les cultures ont leurs termes. Je veux dire, on est sur des continents différents. Et puis, les choses évoluent. Ce qu'on appelle le REC aujourd'hui pour les jeunes, dans le passé, on l'appelait la goule. Parce que si on tape goule et REC, on s'aperçoit quand même que C'est c'est pareil. très, très, très Ouais, ouais. ressemblant. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ce genre de détails-là, ce genre de recherche, on n'est pas forcément amené à le faire si on ne s'intéresse pas au sujet, en fait. Ouais. Après, j'avais une question du coup qui me vient. C'est toi, après toutes ces années de recherche et de ton propre vécu, qu'est-ce que tu as retenu comme théorie personnelle sur le Dogman? Alors, une théorie formelle, j'en ai pas. Pour moi, il n'y en a pas. Je pars du constat que si on écoute tous les témoignages, on est face à quelque chose de multifactoriel, clairement. Mhm. On prend juste le Bigfoot, par exemple. Le Bigfoot, quand il est vu, on peut très bien le voir avec des yeux comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et pourtant, il y en a d'autres qui vont les voir avec des yeux jaunes, des yeux rouges aussi. Oui. Un Dogman, on va le voir dans une chambre avec des yeux rouges aussi, puis d'un coup, il va disparaître. Pourtant, on peut le voir aussi sur la route en train de manger. On peut le croiser dans des univers complètement différents. Donc, établir juste une seule et même théorie, sachant qu'à côté, on peut parler de sorcellerie, on peut parler d'autres plans, on peut parler même parfois d'ufologie. Je pense qu'à l'heure Ça touche à des d'aujourd'hui, domaines qui sont pas tous liés les uns aux autres, en fait. c'est ça. Donc, et quand on écoute les témoins, on a l'impression que ça peut venir de ça, et puis de ça, et puis de ça. Donc finalement, ça devient compliqué de se dire que cette chose-là vienne, enfin en tout cas, d'émettre une seule et même théorie. C'est compliqué. Ensuite, il y a le fait de l'animal, la cryptozoologie. Moi, j'y arrive plus. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut avancer. On est en Ouais. 2026. Faudrait être stupide pour pas voir les reliances à faire avec le domaine ufologique, par exemple, le domaine de la magie noire avec les yeux rouges qui reviennent souvent quand il faut rappel à certaines choses. Et l'éphéose, par exemple. Souvent, l'éphéose est raconté et vécu par un témoin, autant dans un domaine ufologique que dans un domaine cryptozoologique. Et je vais même aller plus loin, quand il y a une apparition parfois même spectrale, c'est-à-dire dans le paranormal avec les Oui, c'est vrai. fantômes, C'est parfois des cette trucs que j'ai éphéose pas revient cités. aussi. Ouais. Donc, pour moi, il y a une passerelle. Je pense qu'il y a une passerelle à faire entre ces phénomènes aussi. Ces autres domaines qui touchent aussi au mystère à l'étrange. Et au bout d'un moment, si on reste enfermé dans notre cryptozoologie, de se dire que c'est juste des animaux inconnus, bon, même animal, au bout d'un moment, ça tient plus la route. Si le truc, il s'est caché jusqu'à maintenant, c'est qu'il a une putain d'intelligence qui dépasse un animal, quoi. Parce Je qu'un vois. animal comme le sélacan, qui, bon, est retrouvé, il n'a pas cherché à être, enfin, il s'est pas caché, quoi. Il était là, Non, bon, ben, on m'a c'est juste qu'il retrouvé. était à des très grandes profondeurs et qu'il était difficile à trouver aussi. Exactement, mais il a fini par être trouvé mais il n'a Oui. pas cherché à se cacher de lui-même. Donc là, Après, j'ai on envie de serait dire, quand face, on cherche pas, on trouve pas non plus. c'est sûr. Mais après, là, on est face quand même à quelque chose de massif, aux prédateurs absolus, qui sera en haut de la hiérarchie. Et Ouais. puis, on ne parle pas d'un seul continent ou juste un secteur où il est vu. On prend l'exemple du gorille, par exemple. Au bout d'un moment, bon, ben, les légendes du gorille, ah, on a vu quelque chose. Et il a fini par être trouvé parce que on a resserré le secteur là où il avait été observé. Et donc, forcément, c'est juste certaines parties d'Afrique. Donc, ben, au bout d'un moment, il a été vu et bon, c'est devenu le gorille. Mais là, on parle d'observations qui sont faites aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Asie, en Europe, voire même en Afrique. Donc, au bout d'un C'est moment, plus rare, mais oui, en Afrique, il y en a effectivement. c'est ça. Donc, au bout d'un moment, là, on ne parle pas juste d'un cas où on peut resserrer l'endroit où il se trouve pour aller le chercher et puis le découvrir au bout d'un moment. Donc, on parle aussi de témoins qui affirment, qui le disent très bien, qui le voient d'eux-mêmes. Il disparaît. La Ouais. chose disparaît sous leurs yeux. Comme Les si c'était empreintes, volatilisé.
Voilà, et là, le prochain témoignage qu'il va y avoir samedi va clairement le raconter aussi. La dame a bien vu ce qu'elle a vu et ça disparaît. Donc, si ça disparaît, on n'est plus face à un simple animal non répertorié. D'ailleurs, je pense qu'en 2026, malgré qu'on n'ait pas tout encore, on ne soit pas allé au fin fond de certaines forêts, je veux bien le comprendre, mais quand même, pas un ossement, rien, pas une seule petite preuve. Pas un fossile, pas une trace, pas une crotte, Ouais, enfin, c'est c'est pas bizarre. normal. C'est absolument pas normal. Et je pense que si on reste cloisonné dans cette idée de cryptozoologie, un animal non répertorié, bon, ben, on va rester enfermé là-dedans et on va se fermer aux autres domaines. Alors que l'idée, enfin mon idée à moi, c'est plutôt de réunir les chercheurs, quel que soit le domaine, pour amener tous les éléments qu'on a amassés jusqu'à maintenant et qu'on va continuer à amasser dans le futur qui arrive, pour essayer d'avancer dans cette quête à la compréhension. Parce que il ne faut pas garder cloisonné comme ça des domaines. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a trop de similarités dans des témoignages où plein d'éléments reviennent. Et donc, il y a peut-être des liens à faire ou une passerelle. C'est-à-dire, si je comprends mieux ce phénomène, peut-être ça m'amènera à comprendre mieux aussi l'autre. Et je Je vois. pense qu'il faut arrêter de cloisonner, parce que si on cloisonne les domaines, on va pas trop, j'ai peur qu'on n'avance pas. Et la cryptozoologie, pour moi, je trouve que c'est bien qu'on parle d'animaux non répertoriés, c'est-à-dire des insectes, des animaux qui sont 100% biologiques. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle de choses qui apparaissent, disparaissent, qui ont des yeux bioluminescents. Enfin, c'est des trucs qui sortent de livres de contes de fées, quoi. On parle C'est sûr. de créatures fantastiques. Donc, bon, c'est pour ça que moi, je Après, préfère maintenant j'ai appeler ça l'exophone, parce que ça correspond mieux à ce que décrivent les témoins. Et je pense que c'est une manière de mieux avancer maintenant sur ce sujet-là. Et ça respecte les témoignages. c'est sûr. Après, je Après, suis ce que pas. j'ai fait, pour être tout à fait transparente dans ma théorie, c'est que je me suis basée sur vraiment des choses que je connais, que je maîtrise. Donc, c'est-à-dire des choses qui se basent sur, ce qu'on connaît du monde animal et c'est déjà très intéressant, en fait. Avec l'approche que j'ai eue, c'était pas une approche complètement vanilla, mais quasiment, parce que je me suis dit, j'ai entendu beaucoup de théories, de l'ordre du paranormal et j'avais envie de les confronter justement à quelque chose de plus concret, quelque chose qui, moi, me paraissait logique. Après, ça veut pas dire que j'ai raison, attention. Mais j'allais chercher avec les repères que j'ai déjà, les choses qu'on nous apprend dans les livres d'histoire, des livres de sciences et tout ça. Parce que j'essaye de quand même rester carré dans ce que je fais, tu vois. Mais sans exclure non plus que ça pourrait être autre chose, parce que justement, c'est des choses que fatalement on ne comprend pas et qui peuvent s'expliquer, mais en fait, jusqu'à ce qu'on en ait la preuve ou pas la preuve, ou voilà. Enfin, c'est un truc qui est un peu délicat pour moi, de vraiment mettre tout dans le sac du paranormal et tout. C'est pas que ça me gêne parce que j'y suis pas fermée du tout, mais plus une approche de entre guillemets recherche documentaire et avec des éléments qu'on a et combler les trous avec des théories qu'on connaît, comme la théorie de l'évolution et la théorie de la sélection naturelle. En gros, c'était ça ma démarche pour me dire tiens, qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur l'espèce. Mais du coup, quand plus tu vas loin dans cette théorie, plus tu te dis il y a un truc qui est vraiment pas naturel, il y a un truc qui dépasse complètement ce que je suis en train de faire. Mais bon, ma démarche reste celle-ci, hein, quelque chose d'assez carré, cartésien, ou pas si cartésien que ça en réalité, mais voilà, quelque chose où je me suis dit bon, faut partir de base qu'on a déjà en fait pour essayer de C'est bien. comprendre. Mais la compréhension se heurte fatalement à quelque chose qui dépasse complètement l'entendement en fait. C'est ça que j'ai C'est ça. remarqué. Pour être honnête, moi, c'est la première démarche que j'ai eue aussi, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai un témoignage où j'ai bien quelque chose de très réel face à moi et en plus qui mange. Donc Mmh. je suis face vraiment à quelque chose de C'est vivant et qu'en physique. plus, Elle a vraiment besoin voilà, de se nourrir, quoi. qui semble biologique. Voilà, donc si tu veux, si je pars de mon constat à moi, je me dis: «Bon, bah, OK, c'est un animal non répertorié, voilà, on l'a pas trouvé encore», tout ça. Sauf qu'en fait, au fil du temps, quand on avance, on avance, on avance et qu'on écoute les témoignages et qu'on se réfère à ce qu'on nous apprend à l'école et tout, c'est vrai qu'on se dit: «Ouais, non, là, il y a». On est Il y a un obligé, truc en qui va fait, pas. au bout d'un moment de sortir du sentier, quoi, de se dire: «Bon, ben, il faut aller chercher ailleurs, ce qu'on ne Ouais. trouve pas dans le côté, très matériel de la chose». Après, j'y suis pas fermé, hein, je continue à travailler sur, tu vois, par exemple, si on veut prouver l'existence d'un animal non répertorié, sur Faut tout aller le chercher déjà. ce genre de choses,
ben, moi, je vais aller voir un peu ce qui se passe du côté des mutilations, tu vois, pour essayer, parce que là aussi, même si on avait la preuve à travers ces mutilations que quelque chose a été retrouvé, le problème, c'est que les responsables, les autorités, je suis pas sûr qu'ils nous le disent, hein, honnêtement. Ouais, s'il y a quelque chose de Euh, plus sombre à l'œuvre, c'est quelque chose que le public ne doit pas savoir, mais c'est pas dans ça. le sens complot un peu, voilà, mais Non, dans le sens, ce serait un petit peu trop violent peut-être pour les gens à savoir, ou alors c'est c'est ça. un truc qui peut troubler l'ordre public ou un truc comme ça, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que c'est réfléchi. Donc, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Mais à côté, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir un vétérinaire qui, lui, va regarder ça de plus près et lui va apporter son œil d'expert. Donc, il va dire, ah, c'est vrai que tiens, 20 brebis égorgées en une En une soirée, nuit? ça fait beaucoup. Mais en fait, je suis parti du constat que ce qui me dérangeait, moi, parce que moi, je voulais pas devenir youtubeur à la base, c'était Un peu pas du tout youtubeur mon malgré truc. lui. Ouais, non, mais c'est carrément ça, parce que je voulais vraiment pas. Moi, j'étais très bien derrière mon écran, c'était la meilleure place. Bon, finalement, je regrette pas du tout, ouais, j'adore ce que je suis en train de vivre avec l'expérience YouTube, malgré certains déboires, mais ça fait partie du jeu. C'est le jeu. Euh, ce qui me gênait, c'est que, en fait, souvent, donc les youtubeurs ramènent un peu tout vers eux, c'est-à-dire qu'ils gèrent un Mmh. peu tout, c'est un peu les couteaux suisses, ils trouvent ça, ils trouvent ci, hem, puis finalement, ils se font experts un peu en tout. Alors que bon, ce sont juste, des gars comme, tout le monde qui essayent de faire avancer certaines choses, mais qui ont pas forcément certains bagages, pour affirmer ce qu'ils disent, ce qu'ils partagent. Et ça me dérange parce que du coup, si des gens, sérieux s'intéressent à ce sujet-là, qui tombent sur des gars, voilà, qui se font, eux-mêmes leur expertise et tout, je pense que c'est compliqué d'amener à crédibiliser le sujet, à le rendre sérieux en tout Ouais, cas. c'est sûr. Et moi, je me suis dit, à chaque fois, je me disais: «Mais pourquoi il fait pas analyser ça par des experts? Pourquoi il fait pas analyser ça par, un spécialiste de l'image?» Tu vois? Et ça donc moi, quand j'ai ouvert ma chaîne, avec à quoi j'ai pensé? Il y a 2 choses. Déjà, l'échange avec les témoins. C'est-à-dire qu'un témoin, quand il vient sur ma chaîne, après, il peut aller discuter sur Discord avec d'autres témoins, partager des moments avec des personnes qui vont, qui vont pas le juger, qui vont Oui. juste échanger avec lui. Donc, ça va être une sorte de maison d'accueil où il va se sentir bien, et quand il y a des moments où voilà, peut-être il en aura parlé à quelqu'un, ça sera mal passé, il a quelque part où aller, où il se sent bien, il y a une continuité. Il aura toujours mon contact. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une consommation, parce que c'est le problème avec YouTube. YouTube, moi, j'ai fait ça avec passion et par envie. Je pensais pas que ma chaîne allait fonctionner, hein. J'ai fait ça parce que, je pouvais plus travailler à cause du covid. Donc, pour rester actif, j'ai créé cette chaîne. Parce que je le voulais aussi, mais c'est la situation covid qui m'a amené à créer la chaîne. Mais je la fais, cette démarche à la base, elle est vraiment, c'est la passion, envie d'en savoir plus, parce que j'ai été témoin aussi. Mais à côté, il faut savoir qu'il y en a, ben, je pense qu'une fois que tu commences à gagner de l'argent avec YouTube, à gagner plein d'abonnés, tu vois, tu dis, attention, hein, YouTube, c'est le parfait outil pour créer de l'ego, hein. Et puis Non, mais c'est clair, c'est clair. ça te pousse aussi à vouloir toujours plus. Donc au bout d'un moment, les témoignages, en fait, c'est ton gagne-pain. Donc du coup, tu prends tout ce qui passe, parce que tu sais que plus tu auras de témoignages, plus ça va faire des vidéos. Mais sauf qu'en fait, le témoin devient comme de la viande que tu consommes. C'est Ça devient plus voilà, hop, il quelqu'un a parlé. avec qui tu dois échanger, quoi. C'est ça, il parle et puis bon allez, salut. Et c'est ce qui me dérangeait aussi, c'est que je voyais des témoins parler, mais on ne pouvait pas rentrer en contact avec eux, ils participaient nulle part, ils disparaissaient, quoi. Et Ouais, ça, je comme trouvais s'ils que étaient là c'était, juste pour gratter leurs vidéos et puis ils passent à autre chose après. et beh, c'est ça, c'est-à-dire que, moi, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit: «Bon, ben, en fait, il a parlé, mais après il y a pas de continuité». C'est-à-dire il est consommé, quoi. et Après, heu qui va le et soutenir? Qui va lui dire quelque chose? Qui va lui apporter une écoute plus active et tout? Enfin, c'est ouais, ça. c'est un Pour peu moi, désolant, quoi. il fallait qu'il y ait une continuité. Mais après, c'est toujours pareil, c'est comme moi, je suis témoin. C'est des choses que je réalise, que je peux ressentir. Mais quelqu'un qui a pas été témoin, on ne peut pas leur en vouloir aussi de penser comme ça. Parce que Ouais, il a pas eu cette expérience-là, qui l'a marqué. Donc moi, je voulais vraiment qu'il y ait une continuité et aussi qu'il y ait un échange humain. C'est-à-dire que, de l'audio, ça ne me suffit pas. C'est-à-dire que ouais. si on veut, heu, rendre,
plus crédible ce sujet, l'amener à vraiment à se démocratiser, il faut qu'il y ait un échange humain. C'est-à-dire que même si le témoin ne veut pas se montrer, qu'il reste anonyme, il n'y a pas de problème, mais au moins il est là. C'est-à-dire il est présent. On sait que même si on ne le voit pas, il est bien là. Moi, je parle Oui. avec lui et il y a un échange. C'est une Donc vraie ça, personne, quoi. ouais, voilà. Et ça, pour moi, c'est primordial, c'est rassurant. Et ça montre que le témoin a eu ce minimum de courage de se montrer. Et pour moi, c'est vraiment important parce que ça crédibilise encore plus son témoignage et ça apporte du poids. Et il y a l'échange. Donc, on voit l'échange se faire. C'est pour ça que quand un témoin me raconte ce qu'il a vécu, je veux une synthèse. Je ne veux pas tout dans les détails parce que si j'ai tout dans les détails, l'échange qui va se faire ne sera pas, comment dire, ne sera pas innocent, quoi. Moi, je veux que ça soit un échange vrai. Et, et je trouve que si tu sais tout déjà de l'histoire, tu sais déjà quelles questions tu vas poser, tu sais déjà ce qui va se passer à tel moment. Donc, Oui, c'est un peu dommage. il y a plus d'effet de surprise. Et donc, cet échange que tu as avec le témoin, finalement, se transforme juste en je te pose les questions parce que je sais qu'à un moment, tu vas voir ça, que tu vas vivre ça. Non, non. Non, non, Ouais, moi, je non, mais veux après, que. je connaissais déjà ton histoire, mais j'avais fait les Mmh. questions, mais d'une manière un peu générale quand même, pour pas rentrer dans le détail. Enfin, Mais elles sont voilà très quoi. bien. Elles sont très bien. Et Après, tu as quand même un petit peu répondu à tout ce que j'avais à te poser, donc c'est mmh. nickel. Mais c'est parce que ton discours, il est tellement fluide et t'as tellement. Je pense que tu as quand même pas mal l'habitude de raconter l'histoire du coup maintenant. Mais voilà, Ouais, oui, c'est oui. super complet, quoi, c'est génial. Après, c'est vrai que souvent, je dis, j'en ai marre de raconter mon histoire, mais c'est mon job. C'est-à-dire que il faut aussi que je le fasse parce que ben, c'est ce qui va permettre d'avancer et de permettre à d'autres chaînes, si ça les intéresse aussi, de s'intéresser à ça. Donc, Oui. ça fait partie du job. Donc, il faut que j'accepte aussi ben, d'en parler assez fréquemment, quoi. C'est comme ça. Bah, après, c'est quand même bien, parce que dans le sens, comme tu disais, s'il faut élargir le champ des connaissances, des théories, tout ça, bah, en fait, sur ma chaîne, tu verras que je fais pas du tout ça d'habitude, que c'est vraiment sans aucune prétention. Les gens qui viendront voir, ils viendront voir. Et j'ai déjà des gens qui me suivent depuis longtemps, mais c'est pas. Enfin, franchement, ma chaîne, c'est quand même un peu un fourre-tout personnel, mais où j'ai envie des fois de faire des gros projets comme ça, qui Mhm. me tiennent vraiment à cœur. Et sinon, je n'aurais jamais fait ça, quoi. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, ça amène de la pertinence. Et puis, comme je te dis, je pense que tous les youtubeurs arrivent à un certain seuil, se doivent d'aider des plus petites chaînes. Ben voilà, parce que du moment où elles ont cet élan, cette envie de parler d'un sujet étrange, ben, plus il y en aura, plus ça ne peut que, comment dire, arriver aux oreilles des gens et Ouais. aider le sujet à avancer. Donc, c'est aussi de notre devoir d'intervenir sur ces chaînes-là. Et c'est dommage que des gros youtubeurs ne font pas aussi ce genre de démarche envers d'autres petites chaînes qui font du très très bon travail aussi et qui peinent, et c'est dommage. Après, je Et dis pas que c'est la meilleure chaîne du monde, hein, parce que je fais un peu de tout, hein. Vraiment, c'est pas. J'ai pas une prétention, si tu veux, d'exploser à un moment, parce que ça fait depuis 2017 que je suis là. Je fais un ouais, peu ce mais que j'ai envie de faire, tu quoi. prends quand même le risque. Tu fais cette démarche-là de vouloir parler de ça, et peut-être que pas tous l'ont. Donc c'est déjà, d'une certaine manière, assez pertinent, et bah, ça prouve que tu as quand même un minimum de courage pour exposer ce genre de sujet sur ta chaîne. Donc moi, Ouais, je trouve c'est ça clair. très bien, et j'espère que d'autres, que ça amènera d'autres personnes à le faire. Ouais. Bah, après, ce que j'allais dire, je sais plus, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais c'est vraiment super cool, par contre, d'avoir accepté de me parler, parce que, bah, voilà. Mais après, oui, tu as déjà dit pourquoi tu l'avais fait, mais vraiment, bah, c'est cool, parce que c'est très humain, très sympa, très terre à terre, quoi. Bah, je pense que le mystère, c'est un sujet, qui peut effrayer, mais qui est à la fois merveilleux et qui peut nous ramener à cette touche d'espoir qui nous permet, d'entrevoir, un futur, plus joyeux, plus Ouais. beau. Parce que ce qu'on nous propose actuellement, tout est fait pour nous montrer que l'humain est une espèce, qui fait des choses, horribles constamment, qu'on est des bons à rien,
en fait, on est soi-disant une espèce intelligente, mais on nous montre tout le contraire. Ça Et moi, dépend je de suis qui, pas en fait. d'accord. Oui, voilà, moi, je suis pas d'accord et je pense qu'au contraire, on est capable de faire de très belles choses, que l'humain a un côté divin en lui, il faut lui rappeler. Et je pense que le mystère est un sujet qui peut amener à se réouvrir à une connexion avec, l'essentiel. Avec Voilà. la nature, par exemple. La nature avec nous-mêmes, avec les autres, et avec ce qui nous entoure. Je vois. Après, ouais, pour être tout à fait transparente, moi, je suis pas croyante. Spirituellement, je suis plutôt animiste. Je pense qu'il y a D'accord. des choses qui vivent à côté de nous, qui ont une âme et qu'on doit respecter, qui sont là. Voilà. Ça veut pas dire je sais pas si ça existe ou pas, je m'en f enfin, que j'ai tort ou que j'ai raison, ça ne changera rien. Mais voilà, je suis convaincue qu'il existe un monde, qui est tout près de nous et qu'on n'arrive pas à voir. Eh beh, c'est très bien. De toute façon, les gens, je pense que là, une bonne partie maintenant deviennent de plus en plus spirituels et se tournent moins vers la religion telle qu'on nous l'explique ou qu'on veut nous la dicter, quoi. Moi, c'est pas la religion telle qu'on me l'a apprise, en tout cas, je n'aime pas Mmh. ça, parce qu'on me l'a imposée. Mmh. Et après, c'est en regardant autour de moi, en me disant: «Voilà, qu'est-ce qu'ils font les êtres vivants?» Parce que toute petite, j'étais fascinée par les fourmis, par exemple. C'est les toutes petites créatures, les choses, vraiment insignifiantes et tout. Bah, voilà, c'est ça qui m'a donné un peu l'idée de ouais, le monde quand on le regarde, bah, il est beau. Voilà. Mmh. Eh beh, écoute, c'est une très belle façon de voir les choses. Et beh, c'est super parce que du coup, là, on est à 52 minutes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, de me parler. Eh ben, avec grand plaisir et merci pour Et beh l'invitation. Il y a un autre témoin dont je dois vous parler qui a eu la gentillesse d'accepter que j'inclue son histoire dans cette vidéo. Il s'agit d'un témoignage écrit et non oral, donc je vais essayer de le retranscrire le plus fidèlement possible. Je vous invite toutefois, là aussi, à la plus grande prudence. Nous appellerons ce témoin Steve. Steve a vécu son expérience autour de l'été 2021. Il n'en a parlé sur Reddit que très récemment, quelques jours au moment où j'écris ces lignes. Steve est originaire de l'état américain de l'Alabama. Il aime se promener dans la nature et observer les étoiles et les animaux. Steve est un jeune lycéen de 17 ans au moment de son observation. Il circule sur une route isolée avec sa voiture, dont il m'a envoyé la carte. Il a en revanche pas retrouvé le lieu exact, car Google Maps ne s'est pas mis à jour depuis. Il a cependant tenu à me montrer la portion de route sur laquelle il se trouvait ce soir-là. Il arrive à un endroit où il ralentit toujours, car il aime y observer les étoiles. En ralentissant, il remarque une forme sur le bas-côté, grise. Il pense en premier lieu à une personne, quelqu'un dont la voiture est en panne, ou qui est penché sur le sol. Mais en ralentissant davantage et en observant de plus près, il se rend compte que ce qu'il a face à lui n'a rien d'humain. Il maintient dans ses messages qu'il a réellement pensé à un être humain en approchant. La créature face à lui a une tête de coyote, avec des proportions très inhabituelles. Steve me précise qu'il aime sortir dans la nature et que la chose ne ressemble en rien à un coyote, tout en possédant une couleur et des yeux extrêmement proches. Il déclare que les yeux de la bête sont marrons, non luminescents, et que son pelage est gris taupe, proche d'un coyote conventionnel. Cela dit, ce qui le choque en l'observant, ce sont les proportions. Un coyote beaucoup trop gros, d'environ 1m80, 6 pieds, dressé sur ses pattes arrière comme s'il était prêt à repasser en station quadrupède, juste au cas où. C'est ce qu'il déclare mot pour mot dans ses messages. La créature le regarde et, d'après Steve, cherche à savoir si elle se sent offensée d'avoir été vue. Il n'arrivait pas à mettre d'autres mots sur cette impression. Il me décrit une sensation vraiment perturbante, d'avoir aperçu comme un genre de coyote difforme, trop allongé, avec des bras très longs, dont l'attitude ne paraît pas naturelle du tout. Steve continue ensuite sa route, regarde dans son rétroviseur et constate que la bête a disparu. Je vais être honnête, la première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant l'histoire de Steve, c'est le skinwalker. Ces sorciers maléfiques capables de changer d'apparence qui ne sortent que la nuit. Ensuite, en y réfléchissant plus sérieusement, j'ai pensé à un coyote difforme ou très maigre, dressé sur ses pattes arrière, mais ça colle pas. Un coyote, ça mesure entre 50 et 60 cm au garrot, ce qui, sur ses pattes arrière, devrait donner à peu près 1m10 à 1m20, si on reste large. Steve a également précisé que la créature paraissait à l'aise en bipède, ce qui va à l'encontre de l'attitude d'un canidé, qui ne peut rester sur ses pattes arrière que quelques secondes, et pour qui cette station n'est pas naturelle. En revanche, l'interaction n'aurait duré que quelques secondes, d'après ses estimations. Ça peut ouvrir la porte à une erreur d'identification, amplifiée par la mauvaise visibilité de nuit. À titre tout à fait personnel, je suis persuadé que Virgile et Steve disent la vérité. L'explication est cependant si vaste, si nébuleuse, si insaisissable que ma théorie
est trop limité. Il y a un élément que j'ai volontairement omis, qui met une gifle à ma théorie scientifique et qui ajoute une couche de mystère sur le mystère. Cet élément, c'est la capacité de la créature à disparaître, si vite que ça en a l'air impossible. Et juste avant qu'il se remette à nouveau à quatre pattes, qu'il fasse 3 énormes bonds comme j'ai jamais vu une bête sauter dans toute ma vie, très haut, très long les sauts, il a fait 3 sauts, et alors donc comble du comble, au 3e saut, il n'est jamais retombé sur le sol. Il a disparu, pouf, dans l'air. Je l'ai pas vu retomber. Il a disparu. Donc, j'ai mis mon ego sceptique de côté et j'ai accepté une dernière partie du phénomène, à côté de laquelle il ne faut pas passer. J'ai écrit cette partie en ayant laissé le script de côté pendant des semaines, raison pour laquelle cette vidéo a mis autant de temps à sortir. Il me fallait digérer toute cette histoire, la faire mûrir, la retourner dans tous les sens. L'élément que j'ai omis durant mes recherches et que je ne voulais pas voir, il est essentiel d'en parler. Le Dogman pourrait ne pas venir de ce monde. Cette créature pourrait avoir une origine surnaturelle. Oui, le cerveau humain est capable de combler les vides avec des théories étranges et invérifiables. Mais qu'est-ce qu'on a de mieux sous la main pour conclure cette vidéo? Je me suis souvenu de ce que Virgile m'avait dit. Le Dogman est profondément lié au phénomène ovni, à l'ésotérisme et aux esprits. Sans aller jusqu'à dire que je suis d'accord, je peux pas passer à côté. Il m'est également revenu la théorie évoquée par Lionel Camille, dans son livre Phénomène Dogman des USA à la France. Lionel pense que ces créatures pourraient provenir d'un autre plan de l'existence, lié à la nature, avec un grand N. Selon lui, ce pourraient être des esprits capables de changer de forme pour nous effrayer, nous mettre en garde et, in fine, préserver la nature. Je résume à l'extrême sa théorie, mais je vous enjoins à aller voir cette vidéo et à lire son livre, disponible sur Amazon. Ce qui amène à la théorie plus ésotérique, selon laquelle le Dogman serait une créature interdimensionnelle, capable de changer de forme, pour une raison précise mais inconnue. Il se manifesterait qu'auprès de gens capables de voir plus loin que les autres. Comprenez des dons de précognition, de médiumnité, sur lesquels j'ai de gros doutes, personnellement. En de rares occasions, et dans un but bien précis. Ouais, mais lequel? Et pourquoi prendre une apparence si spectaculaire? Les témoins sont des gens ordinaires, parfois très éloignés du monde spirituel. Alain en tête, au moment de son observation. Est-ce que c'est du hasard? Un phénomène naturel dont on ne comprend pas la portée ou un avertissement? C'est à vous d'en juger, mais voici mon interprétation. Lié au surnaturel des sujets dont nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants, soit c'est confortable pour valider ses croyances, soit c'est un passage obligé quand on ne trouve pas d'explication rationnelle satisfaisante. C'est d'ailleurs ce que Virgile m'a confié. Je comprends pourquoi les personnes en quête de réponses se tournent vers des explications plus exotiques et ésotériques. Aucun scientifique ou presque n'est en mesure de les écouter ou même de les prendre au sérieux. Mon impression générale, c'est que si on ne les écoute que très peu, ils sont obligés de se tourner vers des théories que je qualifie de farfelues, mais que je ne rejette pas en bloc. Ce n'est pas à moi de décider ce que les témoins feront de leur expérience. Ma vérité, c'est que personne n'a la réponse. Aussi sérieux et sachant soit-il. Dans cette vidéo, j'ai demandé à personne de croire sur parole. Je n'interdis à personne de douter, de tester, de contredire. Il appartient à tout le monde de tester les théories afin d'arriver à ce que veulent les témoins. Une explication. C'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, la commenter, discuter des théories dans les commentaires. Et je vous demande de faire preuve du plus grand respect envers les témoins et les personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Je remercie tout particulièrement Virgile Candeille, qui m'a aidé à comprendre certains aspects du phénomène et qui a très gentiment accepté de témoigner en vidéo. Son éclairage a été très important pour la suite et la fin de ce documentaire. Une pensée émue pour Linda Godfrey, qui nous a quittés en 2022, et sans qui ce mystère ne serait pas celui que nous connaissons. Un crédit immense à Lionel Camille, qui s'est intéressé au phénomène en amont du tout le YouTube francophone, au point d'avoir été le premier vidéaste français à recueillir la parole d'un témoin. Merci aux personnes qui ont osé parler sur Internet, qui sont la matière première de cette enquête qui m'a pris des mois de travail. Vous n'êtes ni fou, ni seul. Votre parole compte. Sans vos voix courageuses, il n'y aurait pas de belles histoires à raconter. Prendre la parole en outrepassant la peur du ridicule, le jugement social, c'est un acte que je trouve très vaillant. Cette peur est sans doute bien plus puissante que le Dogman lui-même. À bientôt pour de nouvelles aventures.